Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le bureau terrasse d'Ethan Marshall, peignant les surfaces lisses de nuances ambrées et dorées. Il se tenait immobile devant la baie vitrée, sa haute silhouette se découpant sur l'horizon assombrissant de Manhattan. À 32 ans, il avait accumulé plus de richesses que la plupart des gens n'en verraient en 10 vies, pourtant il se sentait plus vide que jamais. Son reflet le fixait depuis le vert teinté, un costume Tom Ford impeccablement taillé, des cheveux foncés coiffés avec soin, et des yeux portant le poids de la solitude. Malgré son succès, Ethan ajusta ses boutons de manchette argentés, une manie nerveuse qu'il avait développée au fil des années pour éviter les interactions sociales. Chaque petit ajustement était un rappel de l'ultime condition de sa grand-mère, le mariage dans l'année, sous peine de perdre le contrôle de Marshall Enterprises au profit du conseil d'administration. Le léger bourdonnement de la porte de son bureau s'ouvrant enregistra à peine dans son esprit, perdu dans le souvenir de ses tentatives ratées de rencontres traditionnelles. Chaque fois, la rencontre s'était terminée de la même façon, son anxiété sociale créant un mur impénétrable entre lui et toute connexion potentielle. Ethan Marshall. La voix d'Harold Winston coupa le fil de ses pensées. L'avocat âgé servait la famille Marshall depuis 3 décennies, ses cheveux argentés et ses lunettes à monture métallique étaient tout aussi indissociables de l'entreprise que le nom Marshall lui-même. La version finale du contrat de mariage est prête pour votre examen. Ethan se retourna lentement, ses mouvements délibérés et maîtrisés masquant la tempête d'émotions sous son extérieur composé. Le gros dossier entre les mains d'Harold représentait son dernier recours, un arrangement d'affaires se faisant passer pour un mariage. « Parlez-moi encore d'elle », demanda doucement Ethan, se dirigeant vers son bureau tout en restant debout. Ses doigts tracèrent le bord de la surface en acajou, une autre habitude nerveuse qui l'aidait à se fixer dans les moments d'anxiété. Harold ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier séparé. Mademoiselle L. Chen, 26 ans, diplômée de l'Université de Columbia, licence en littérature et écriture créative, travaille actuellement comme éditrice indépendante tout en prenant soin de son jeune frère, Liam, qui nécessite un traitement médical intensif pour une maladie cardiaque rare. Il fit une pause, levant les yeux vers Ethan. Sa vérification d'antécédents est revenue vierge, pas de scandale, pas de relations suspectes, pas de controverse sur les réseaux sociaux. Elle est exactement ce que nous avons spécifié. Ethan hocha lentement la tête, s'enfonçant finalement dans son fauteuil en cuir. Le poids de ce qu'il était sur le point de faire pesait lourdement sur ses épaules. Et elle comprend toutes les conditions ? Oui, monsieur. Le contrat est très complet, commença Harold, exposant les points clés, sa voix adoptant le ton professionnel qu'il réservait aux affaires juridiques. 1 an de mariage minimum, apparition publique requise pour les fonctions professionnelles, quartier séparé au sein de votre pantouse, pas de relations amoureuses extérieures pendant la période contractuelle, et discrétion absolue concernant la nature de l'arrangement. Il marqua une nouvelle pause. En contrepartie, elle reçoit 5 millions de dollars à la signature, et les dépenses médicales de son frère sont entièrement couvertes par la fondation médicale de la famille Marshall. La somme était insignifiante pour Ethan, une goutte dans l'océan de sa fortune, mais il savait qu'elle représentait tout pour elle Chen. Les coûts de traitement de son frère avaient déjà épuisé les ressources de leur famille, et les procédures expérimentales n'étaient pas couvertes par les assurances standards. Son passé, demanda Ethan, bien qu'il ait déjà entendu cette partie. Quelque chose dans son histoire le ramenait toujours à elle, le poussant à vérifier et reconfirmer chaque détail. Son père est décédé quand elle avait 12 ans, sa mère s'est remariée 3 ans plus tard avec Robert Thompson, amenant une demi-sœur, Vanessa, dans la famille. La mère et le beau-père sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans, laissant elle tutrice légale de Liam. La voix d'Harold s'adoucit légèrement. Elle a tout sacrifié pour son frère, Monsieur Marshall. Sa carrière d'écrivaine, ses économies, même son appartement. Ils vivent actuellement dans une petite location dans le Queens. Ethan se leva à nouveau, incapable de rester immobile. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer derrière sa fenêtre, chacune représentant une vie, une histoire, une lutte qu'il ne connaîtrait jamais. Et elle est prête à épouser un parfait inconnu, juste comme ça ? Le désespoir pousse les gens à envisager des options qu'ils n'auraient jamais envisagées autrement, répondit diplomatiquement Harold, un peu comme votre propre situation avec la clause d'héritage. Le rappel du testament de sa grand-mère tendit la mâchoire d'Ethan. Béatrice Marshall avait été une force de la nature de son vivant, et même dans la mort,
elle tirait toujours les ficelles. Le mariage t'aidera à surmonter tes peurs, avait-elle écrit dans sa dernière lettre. Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille, cher garçon, ou tu gâcheras ta vie à te cacher dans cette tour que tu as construite. Le communiqué de presse est prêt, demanda Ethan, changeant de sujet. Oui, monsieur, une histoire d'amour éclair classique. Vous avez rencontré mademoiselle Chen lors d'un gala de charité il y a 3 mois, vous avez gardé la relation privée pendant la cour, et maintenant vous êtes prêt à annoncer vos fiançailles. La petite cérémonie privée est prévue pour vendredi au palais de justice, suivie d'une brève apparition de lune de miel dans les hantons pour les photographes. Ethan prit un verre en cristal sur son bureau, se versant 2 doigts de scotch d'une main légèrement tremblante. Et vous l'avez rencontrée personnellement? Je l'ai fait. La voix d'Harold portait une note d'approbation sincère. Elle est remarquablement terre à accent grave terre pour son âge, intelligente, bien articulée, mais pas ambitieuse socialement. Sa principale préoccupation lors de nos rencontres était de s'assurer que le traitement de son frère serait garanti, quelle que soit l'issue de l'arrangement. Le scotch lui brûla la gorge alors qu'il prenait une longue gorgée. Elle semble trop belle pour être vraie. Parfois, monsieur Marshall. Les gens sont exactement ce qu'ils semblent être, commença Harold, organisant les papiers du contrat, ses mouvements précis et méthodiques. Mademoiselle Chen ne recherche ni la gloire ni le statut social. Elle n'essaie pas de vous piéger ou de vous exploiter. C'est simplement une jeune femme qui n'a plus d'option pour sauver son frère. Ethan posa son verre et se dirigea vers sa salle de bain privée, s'aspergeant le visage d'eau froide. L'homme dans le miroir semblait fatigué, incertain. À quand remontait la dernière fois où il s'était senti vraiment confiant à propos de quoi que ce soit en dehors des affaires? Dans la salle de conférence, il était imparable, décisif, autoritaire, brillant. Mais dans les affaires personnelles, il se sentait à nouveau comme cet adolescent maladroit, luttant pour établir des connexions de base. De retour à son bureau, Ethan trouva Harold qui avait étalé le contrat, des onglets adhésifs marquant chaque ligne de signature. C'est elle pour mes problèmes? Nous l'avons informé que vous êtes de nature réservée et préférez une interaction sociale minimale. Le contrat inclut des clauses concernant le respect de l'espace personnel et des limites. Harold lui tendit un stylo. Elle a semblé très compréhensive à ce sujet. La main d'Ethan plana au-dessus de la première ligne de signature. Et si elle ne peut pas le supporter? L'anxiété, les attaques de panique, la façon dont je suis. Alors le contrat prévoit une résiliation anticipée avec une compensation financière ajustée en conséquence. La voix d'Harold s'adoucit. Mais, monsieur Marshall, si je peux parler librement. Ethan hocha la tête, fixant toujours le contrat. En 30 ans de service auprès de votre famille, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi soigneusement choisi que mademoiselle Chen. Le profil psychologique, les vérifications d'antécédents, les entretiens personnels. Tout suggère qu'elle est exactement le genre de personne qui pourrait effectivement être bonne pour vous, contrat ou non. Le stylo semblait lourd dans la main d'Ethan alors qu'il signait son nom sur la première ligne. Chaque signature suivante vint plus facilement, comme tomber sur un chemin prédéterminé. Quand il eut fini, il se recula, se sentant étrangement étourdi. « Félicitations, monsieur Marshall, dit Harold, rassemblant les papiers. Vous êtes officiellement fiancé. » Ethan retourna à sa fenêtre, regardant les derniers rayons du soleil disparaître derrière les tours de la ville. Dans 48 heures, il rencontrerait sa fiancée pour la première fois au palais de justice, une femme qui partagerait son nom, sa maison et sa vie publique, tout en restant une inconnue. Envoyez le premier paiement sur son compte, donna-t-il l'instruction tranquillement, et assurez-vous que son frère soit admis à l'unité de cardiologie de Presbyterian, dès demain matin. Je veux qu'il reçoive les meilleurs soins avant la cérémonie. Déjà organisé, monsieur. Harold s'arrêta à la porte. Voudriez-vous revoir sa photo? Ethan secoua la tête. Il avait mémorisé sa photo dans le dossier, peau brune chaude, yeux doux, et un sourire qui semblait cacher des secrets. Mais les photos ne pouvaient pas lui dire ce qu'il avait vraiment besoin de savoir. Pourrait-elle gérer ses fêlures? Regretterait-elle de s'être liée à un homme qui pouvait à peine maintenir un contact visuel? Alors qu'Harold partait, Ethan pressa son front contre la vitre froide de sa fenêtre. Loin en dessous, des millions de personnes vivaient leur vie, tombaient amoureuses et se séparaient, faisant des choix qui façonneraient leur avenir. Il se demanda ce que Chen faisait à cet instant. Avait-elle des doutes? Se préparait-elle à épouser un inconnu? Le haïssait-elle de l'avoir obligée à en arriver là?
Son téléphone vibra avec un message de son assistante, lui rappelant la réunion du conseil de demain. Ethan redressa sa cravate, écarta ses pensées personnelles et se retourna vers son bureau. Il avait 48 heures avant que sa vie ne change à jamais. D'ici là, il ferait ce qu'il faisait de mieux, travailler jusqu'à ce que l'épuisement émousse l'anxiété qui tourbillonnait dans son estomac. Le contrat reposait dans la mallette d'Harold, l'encre séchant encore sur les signatures qui liraient deux inconnus. Ni Ethan ni elle ne pouvaient savoir que cet arrangement d'affaires débloquerait des émotions qu'ils avaient tous deux soigneusement gardées, ou que leur façade soigneusement construite s'effondrerait face à un amour inattendu. La nuit s'installa sur Manhattan, et dans deux parties distinctes de la ville, deux personnes veillaient, se demandant qui était l'inconnu qu'elles appelleraient bientôt conjoint. Leur chemin était sur le point de converger d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer, tout cela à cause d'un contrat qui s'avérerait valoir bien plus que le papier sur lequel il était imprimé. Chapitre 2, première vue. Le matin de son mariage se leva gris et brumeux, convenant parfaitement à ce que Elle Chen considérait plus comme une transaction commerciale que comme une célébration d'amour. Elle se tenait dans la salle de bain du palais de justice, fixant son reflet sous l'éclairage fluorescent qui ne rendait service à personne. Ses boucles foncées, habituellement sauvages et libres, avaient été soigneusement épinglées en un chignon sophistiqué qui lui semblait étranger au toucher. La robe blanche simple qu'elle avait choisie tombait élégamment sur sa silhouette athlétique, un modèle trapèze modeste qui avait coûté moins que ce qu'elle avait dépensé en manuels universitaires. Elle était belle dans sa simplicité, bien loin de la robe de mariée dont elle avait rêvé petite fille. Mais là encore, rien dans cette journée ne correspondait à ses rêves d'enfant. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet, ajustant les petites boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa mère. Elles étaient son quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté, et quelque chose de réel dans une journée qui lui semblait de plus en plus surréaliste. La porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement, et le cœur de Elle eut un sursaut avant qu'elle ne reconnaisse le visage familier de sa meilleure amie, Nora Bennett. « L'avocat de ton futur mari vient d'arriver », annonça Nora. Ses yeux noirs étaient remplis d'inquiétude. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, Elle ? Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » Les mains de Elle tremblèrent légèrement alors qu'elle lissait sa robe pour la 100e fois. « L'opération de Liam est prévue pour la semaine prochaine, N. Les médecins disent que cette procédure pourrait tout changer pour lui. » Elle se tourna vers son ami, le menton levé de détermination. « J'épouserai le diable lui-même si cela signifiait sauver mon frère. » Nora s'avança, ajustant une des boucles de Elle avec des doigts doux. « Ethan Marshall n'est pas le diable. C'est juste un milliardaire avec plus d'argent que de compétences sociales, selon tout ce que j'ai pu trouver en ligne. » Elle marqua une pause, étudiant le visage de son ami. « Mais le mariage reste un mariage, même avec un contrat. Es-tu prête à vivre avec un inconnu ?» La question avait hanté Elle pendant des semaines, depuis qu'Harold Winston l'avait approchée avec la proposition. Elle avait fait des recherches approfondies sur Ethan Marshall, bien sûr, ou du moins elle avait essayé. Pour un homme valant des milliards, il maintenait un profil étonnamment bas. Pas de scandale, pas de réputation de playboy, à peine quelques photos de paparazzi, juste succès après succès en affaires et la mention occasionnelle de sa célèbre réclusion. « Le contrat est clair », répondit-elle, saisissant son petit bouquet de roses blanches. « Chambre séparée, interaction minimale requise. Je dois juste assister à quelques fonctions professionnelles et maintenir l'apparence d'un mariage heureux. En échange, Liam obtient le traitement dont il a besoin. Et tu obtiens 5 millions de dollars, ajouta Nora, levant un sourcil, qui iront principalement aux soins continus de Liam et aux factures médicales. Elle vérifia son maquillage minimal une dernière fois. Elle avait opté pour un look naturel, un peu de mascara, une touche de blush, et un gloss rose. « Je ne fais pas ça pour l'argent, N. Je le fais pour mon frère. » Un léger coup à la porte de la salle de bain les interrompit. Mademoiselle Chen, appela la voix distinguée d'Harold Winston, nous sommes prêts à commencer quand vous l'êtes. Elle prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. C'est le moment. Nora la serra dans une étreinte serrée. Souviens-toi, je suis juste là si tu as besoin de moi. Contrat ou pas, c'est quand même le jour de ton mariage. Elles sortirent de la salle de bain dans le couloir de marbre du palais de justice. Harold Winston attendait, ses cheveux argentés et ses lunettes à monture métallique exactement comme elle s'en souvenait de leur réunion. Il lui offrit un sourire doux qui plissa le coin de ses yeux. « Vous êtes charmante, ma chère, dit-il gentiment. Êtes-vous prête à rencontrer votre époux ?» Elle hocha la tête,
ne faisant pas confiance à sa voix alors qu'il marchait vers la salle d'audience. Son esprit vagabonda vers la photographie qu'elle avait vue d'Ethan Marshall, la seule qu'on lui avait montrée. Il se tenait à une fonction d'affaires quelconque, un costume parfaitement taillé soulignant sa grande silhouette, des cheveux foncés soigneusement coiffés, mais ce furent ses yeux qui avaient retenu son attention. Il y avait quelque chose de vulnérable en eux, quelque chose qui parlait de profondeur au-delà de la façade du milliardaire. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience se dressaient devant eux. Harold lui tapota doucement la main. « Rappelez-vous simplement, mademoiselle Chen, Marshall peut être réservé. Ne le prenez pas personnellement s'il semble distant. Ce n'est pas vous, c'est juste sa manière d'être. » Avec ces mots peu rassurants, les portes s'ouvrirent. La salle d'audience était presque vide, à l'exception d'un petit groupe près de l'avant. Nora lui serra la main avant de s'éloigner pour s'asseoir sur l'un des bancs en bois. Les pas de elle résonnèrent dans la pièce au plafond haut alors qu'elle s'avançait, et là, elle le vit. Ethan Marshall se tenait dos à elle, ses larges épaules tendues sous son costume noir taillé par un expert. Alors qu'elle approchait, il se tourna lentement, et le souffle de elle se bloqua dans sa gorge. La photographie ne lui avait pas rendu justice. Il était incroyablement beau en personne, grand et athlétique, avec des traits forts dignes d'une couverture de magazine. Ses cheveux foncés étaient coiffés parfaitement, pas une mèche déplacée, mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, bruns foncés et remplis d'une intensité qui fit rater un battement à son cœur. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant une fraction de seconde avant de s'éloigner, et elle vit quelque chose traverser son visage, de la surprise, peut-être. Ou quelque chose de plus profond. « Monsieur Marshall, dit doucement Harold, puis-je vous présenter mademoiselle Chen ?» La pomme d'Adam d'Ethan bougea alors qu'il déglutissait difficilement. Sa main se tendit vers elle mécaniquement, comme s'il suivait un scénario. « Mademoiselle L, dit-il, sa voix plus profonde et plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. Merci d'être venue. Elle plaça sa main dans la sienne, et une secousse électrique inattendue la traversa au contact. Sa peau était chaude, sa prise douce mais sécurisante. « Monsieur Marshall, répondit-elle, fière de la façon dont sa voix sonnait ferme, merci d'aider mon frère. » Ses yeux papillonnèrent vers les siens à nouveau, maintenant son regard un moment de plus cette fois. Quelque chose passa entre eux dans cette brève connexion, une reconnaissance, peut-être, de l'étrangeté de leur situation. Puis il détourna le regard, sa main libre ajustant sa cravate dans ce qu'elle allait reconnaître comme un geste nerveux. Le juge s'éclaircit la gorge, et ils se placèrent devant l'estrade. Alors que la cérémonie commençait, elle se trouva hyper consciente de la présence d'Ethan à ses côtés. Il irradiait la tension, sa respiration soigneusement contrôlée. Lorsque leurs mains se rejoignirent pour l'échange des alliances, elle sentit le moindre tremblement dans ses doigts. Les simples anneaux en or étaient purement pour le spectacle, faisant partie de l'exigence du contrat pour l'authenticité. Mais lorsqu'Ethan glissa l'anneau à son doigt, son toucher fut inopinément doux, presque révérencieux. La peau de elle lui picota là où ses doigts effleurèrent les siens. « Par le pouvoir qui m'est conféré, intonna le juge, je vous déclare maintenant mari et femme. » Il y eut un moment de silence gênant avant qu'Harold ne souffle doucement, le baiser, monsieur. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement, et elle réalisa que cette partie n'avait pas été explicitement couverte lors de leur réunion. Elle vit la panique traverser son visage, suivie de la détermination. Il se tourna vers elle lentement, son mouvement raide et incertain. Elle lui facilita la décision, se haussant légèrement sur la pointe des pieds pour presser un baiser doux et chaste sur sa joue. Sa peau était chaude sous ses lèvres, et elle capta un soupçon de son eau de Cologne, quelque chose de cher et subtil qui lui fit légèrement tourner la tête. Alors qu'elle se retirait, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois la connexion tint. Il y avait de la surprise dans son regard, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Pendant un instant, juste un instant, l'arrangement d'affaires disparut, et il n'était plus qu'un homme et une femme, fraîchement mariés, se tenant au bord de quelque chose d'inconnu. Le sort fut brisé alors qu'Harold s'avançait avec des documents nécessitant des signatures. Ethan s'éloigna rapidement, son sang-froid revenant alors qu'il se concentrait sur le terrain familier des documents et des légalités. Elle remarqua sa main trembler légèrement alors qu'il signait son nom. « Félicitations, M et Madame Marshall », annonça Harold, rassemblant les papiers. « La voiture vous attend pour vous emmener à l'aéroport. » L'aéroport. La presse avait été informée qu'ils passeraient leur lune de miel dans les Hamptons. La réalité revint en force. Ce n'était pas un vrai mariage, et Ethan Marshall n'était pas vraiment son mari, pas d'une manière qui comptait.
C'était un arrangement d'affaires, rien de plus. La bague à son doigt n'était qu'un accessoire. Le baiser sur sa joue, juste pour le spectacle. Alors qu'il sortait du palais de justice, Ethan maintenait une distance prudente entre eux, mais lorsque des photographes apparurent sur les marches, il l'a surpris en plaçant doucement sa main sur le bas de son dos. Le toucher était léger, à peine là, mais il lui envoya des frissons dans le dos. « Souris » murmura-t-il, ses lèvres bougeant à peine. Elle tourna son visage vers lui, convoquant son meilleur sourire. À sa surprise, Ethan la regarda avec une expression qui aurait presque pu passer pour de l'adoration si elle n'avait pas signé le contrat elle-même, elle aurait pu croire que c'était réel. Les caméras flashèrent, capturant ce qui ressemblait à un moment parfait entre jeunes mariés. Aucun des photographes ne pouvait voir comment la main d'Ethan tremblait contre son dos ou comment le cœur de elle s'emballait à sa proximité. Aucun d'eux ne savait que ce mariage était construit sur papier et nécessité plutôt que sur l'amour. Alors qu'ils glissaient dans la berline qui les attendait, elle aperçut un dernier coup d'œil au visage inquiet de Nora dans la foule. Son ami lui fit signe de « m'appeler » avant que les vitres teintées ne coupent le monde extérieur, laissant elle seule avec son nouveau mari. Le silence dans la voiture était assourdissant. Ethan était assis aussi loin d'elle que le siège arrière le permettait, ses yeux fixés fermement sur les rues de la ville qui défilaient. Elle l'étudia subrepticement, notant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts ajustaient continuellement ses boutons de manchette. « Merci, dit-elle doucement, brisant le silence, pour tout ce que vous faites pour Liam. » Les yeux d'Ethan papillonnèrent vers son visage avant de retourner à la fenêtre. « Cela fait partie du contrat, » répondit-il, sa voix soigneusement neutre, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il y avait plus qu'il ne disait. Elle se tourna vers sa propre fenêtre, regardant les rues de Manhattan défiler. Elle était mariée maintenant, techniquement. Elle portait une bague et portait le nom de l'un des célibataires les plus éligibles de la ville. Mais alors que la voiture les emmenait vers leur vie séparée sous un même toit, elle ne pouvait pas se débarrasser du souvenir de la façon dont ses yeux avaient regardé lorsqu'ils avaient rencontré les siens, ou de la douceur avec laquelle ses mains tremblantes avaient tenu les siennes pendant leurs vœux. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est qu'Ethan menait sa propre bataille à côté d'elle, combattant l'impact inattendu de sa présence, la douceur de son baiser sur sa joue, la façon dont sa gratitude sincère pour son aide avec Liam avait touché quelque chose de profond en lui. Combattant, par-dessus tout, l'étrange sentiment que cet arrangement d'affaires pourrait devenir beaucoup plus compliqué qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. Chapitre 3, découverte inattendue. Le Penthuse Marshall occupait les 2 derniers étages de l'un des bâtiments les plus exclusifs de Manhattan, ses baies vitrées offrant des vues spectaculaires sur Central Park. Pour elle, qui avait passé la dernière année dans un appartement exigu du Queens, c'était comme entrer dans un autre monde. « Votre suite est dans l'allée », expliqua Ethan, maintenant une distance prudente alors qu'il visitait l'espace. Sa voix était douce mais claire, professionnelle. « Vous avez votre propre salon, salle de bain et bureau. Le service de nettoyage vient 3 fois par semaine, et vous pouvez demander tout ce dont vous avez spécifiquement besoin par l'intermédiaire de Madame Langlais, la gouvernante. » Elle hocha la tête, essayant d'assimiler tout cela. L'espace était impeccablement décoré dans des nuances de gris et de bleu, modernes mais en quelque sorte chaleureux. Tout parlait de luxe discret, le genre de richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. La cuisine principale est ici, continua Ethan, la conduisant dans un espace qui ressemblait plus à une cuisine de restaurant qu'à une cuisine domestique, bien qu'il y ait une plus petite cuisine attachée à votre suite si vous préférez l'intimité. Vous cuisinez ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. C'était leur première véritable conversation depuis la cérémonie, et elle le vit se tendre légèrement à cause de la nature personnelle de la question. « Non », répondit-il après un moment. « Je travaille habituellement tard. Madame Langlais laisse des repas, ou je commande à l'extérieur. » Il marqua une pause, ajustant sa cravate. « Mais vous êtes la bienvenue pour utiliser n'importe quelle partie de la cuisine, bien sûr. C'est votre maison aussi, maintenant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, soulignant l'étrangeté de leur situation. Ce n'était pas vraiment sa maison. Ce n'était qu'une autre partie de leur prétention élaborée. « Voudriez-vous de l'eau » demanda soudainement Ethan, se dirigeant vers une armoire de verres élégants. Le vol depuis le palais de justice a été long. Ce n'était pas le cas, vraiment, juste 1 heure dans son jet privé pour maintenir les apparences avant de retourner en ville, mais elle reconnut la tentative de politesse pour ce qu'elle était. « Oui, merci. » Elle le regarda sélectionner 2 verres en cristal, ses mouvements précis et contrôlés.
Tout chez lui semblait soigneusement mesuré, de ses mots à ses gestes, en passant par la distance prudente qu'il maintenait entre eux. Le verre glissa soudainement de sa prise, se brisant sur le comptoir en marbre. Elle étendit instinctivement la main pour aider, ne voyant pas le bord tranchant avant qu'il ne soit trop tard. La douleur lui traversa la paume alors que le cristal mordait sa peau. « Vous êtes blessé. » La voix d'Ethan changea complètement, la façade professionnelle se fissurant. Il fut à ses côtés en un instant, toutes les pensées de maintien de la distance oubliées. Ses mains étaient douces alors qu'elle berçait les siennes, examinant la coupure. « Ce n'est rien », essaya-elle de se retirer, mais sa prise, bien que tendre, était ferme. « Il y a une trousse de premiers secours dans mon bureau, » dit-il, la conduisant déjà à travers le penthouse, son autre main reposant légèrement sur le bas de son dos, la guidant. Le toucher lui envoya des frissons inattendus dans le dos. Le bureau d'Ethan était plus sombre que le reste du penthouse, les fenêtres teintées pour réduire l'éblouissement. Il sentait le cuir et l'eau de colonne coûteuse et quelque chose d'uniquement lui qui fit légèrement tourner la tête de elle. Peut-être était-ce la perte de sang due à sa coupure. « Asseyez-vous » donna-t-il l'instruction doucement, indiquant un fauteuil en cuir. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il sortait une trousse de premiers secours complète de son tiroir de bureau. Lorsqu'il s'agenouilla devant son fauteuil, le souffle de elle se bloqua dans sa gorge. De près, elle pouvait voir les paillettes d'or dans ses yeux bruns, la légère ombre de chaume le long de sa mâchoire. Son eau de colonne était plus forte ici, mélangée à quelque chose de chaud et masculin qui fit accélérer son pouls. Cela pourrait piquer, prévint-il, nettoyant soigneusement la coupure avec une lingette antiseptique. Son toucher était incroyablement doux, en contradiction avec sa puissante carrure et sa persona d'homme d'affaires. Lorsqu'elle tressaillit légèrement à la piqûre, son autre main serra la sienne de manière rassurante. Le silence intime s'étira entre eux pendant qu'il travaillait, nettoyant et pansant sa main avec une précision minutieuse. Ses doigts effleurèrent sa paume, et elle ne put réprimer son inspiration brusque au contact. Ethan se figea, ses yeux se levant pour rencontrer les siens. Quelque chose changea dans son regard alors qu'il enregistrait sa réaction à son toucher. Son pouce se déplaça à nouveau expérimentalement sur sa paume, et cette fois elle ne put cacher la façon dont son corps réagissait au contact innocent. « Vous n'avez jamais été avec personne auparavant » murmura-t-il, la réalisation se levant dans ses yeux. Ce n'était pas une question. Elle sentit la chaleur inonder ses joues. Elle n'avait pas voulu qu'il le sache. Ce n'était pas pertinent pour leur arrangement. Mais son corps l'avait trahi, répondant à son toucher doux d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Le contrat ne précisait pas, commença-t-elle défensivement. Mais Ethan la coupa d'un hochement de tête. Non, il ne le faisait pas, sa voix était différente maintenant. Plus profonde. Remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Ses mains tenaient toujours les siennes, bien que le pansement soit terminé. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Elle leva légèrement le menton. Ce n'était pas pertinent pour notre arrangement. Le contrat exigeait pas de scandale ou de complications relationnelles. Mon inexpérience ne qualifiait pas, Ethan se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés dans un geste qui semblait inconscient. Le mouvement perturba son allure habituelle, le rendant soudainement plus humain, plus accessible. « Pas pertinent » murmura-t-il, faisant les 100 pas derrière son bureau, son sang-froid visiblement ébranlé. Vous acceptez d'épouser un inconnu, de vivre dans sa maison, de prétendre être sa femme, et vous ne pensiez pas que c'était pertinent. Cela aurait-il changé votre décision, demanda doucement elle. Auriez-vous choisi quelqu'un d'autre si vous aviez su? Il arrêta de faire les 100 pas, ses mains se calant sur le bureau. Oui, dit-il finalement. Puis, non. Je ne sais pas. Il leva les yeux vers elle, et la vulnérabilité dans ses yeux lui fit rater un battement de cœur. Cela complique les choses. Ça n'a pas à l'être. Elle se leva, berçant sa main bandée contre sa poitrine. Le contrat spécifie des chambres séparées, une interaction minimale. Ma vie personnelle, ou son absence, n'affecte pas notre arrangement. Votre première fois ne devrait pas être, il fit un geste vague, entre nous. Ça. Une transaction commerciale. Un contrat. Ma première fois ne fait pas du tout partie du contrat, répondit fermement elle, bien que sa voix tremblait légèrement. Le mariage est juste de nom, vous vous souvenez? Ethan fit le tour du bureau lentement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il l'atteignit, il souleva sa main bandée doucement, examinant son travail. Ça fait mal?
La double signification de sa question ne lui échappa pas. Non, murmura-t-elle. Votre toucher est très doux. Quelque chose passa dans ses yeux à ces mots. Et pendant un instant, elle pensa qu'il allait la tirer plus près. Au lieu de cela, il relâcha sa main avec précaution et recula, reconstruisant la distance professionnelle entre eux. Vous devriez vous reposer, dit-il, sa voix retrouvant son ton contrôlé antérieur. La journée a été longue. Madame Langlais apportera le dîner à votre suite. Elle hocha la tête, reconnaissant le renvoi, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle aperçut son reflet dans la fenêtre, la façon dont ses yeux suivaient son mouvement, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains agrippaient le bord de son bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dans sa suite, elle trouva ses affaires déjà déballées et arrangées. L'espace était magnifique, décoré de crème et de bleu doux qui correspondaient en quelque sorte parfaitement à son esthétique, un autre signe de la préparation minutieuse d'Harold Winston, supposait-elle. S'enfonçant dans le lit moelleux, elle y examina sa main bandée. Les soins attentifs d'Ethan avaient transformé ce qui aurait pu être une vilaine coupure en peu plus qu'un inconvénient. Mais son toucher avait transformé quelque chose de tout autre, la distance prudente entre eux, la façade professionnelle qu'ils maintenaient tous deux. Dans la suite principale, de l'autre côté du Penthouse, Ethan Marshall se tenait à sa fenêtre, fixant sans voir la ville en dessous. Sa main picotait encore de la sensation de sa peau douce, son esprit rejouant ses réponses inconscientes à son toucher. Le contrat avait pris en compte toutes les possibilités, sauf celle-ci, la montée inattendue de protection qu'il ressentait. La façon dont ses murs soigneusement construits s'étaient effondrés au moment où il avait vu son sang. Ni l'un ni l'autre ne dormit beaucoup cette nuit-là, trop conscient de la présence de l'autre dans le vaste Penthouse, trop conscient de la façon dont leur arrangement soigneusement planifié était soudainement devenu beaucoup plus compliqué. Le contrat ne les avait pas préparés à cela, la chimie inattendue, les vulnérabilités cachées, la façon dont une simple coupure pouvait fendre leur façade professionnelle et exposer les cœurs battants en dessous. Dans l'obscurité de sa nouvelle chambre, elle porta sa main bandée à ses lèvres, se souvenant de la douceur de son toucher, de l'intensité dans ses yeux lorsqu'il avait réalisé son secret. De l'autre côté du Penthouse, Ethan était assis dans son bureau, la trousse de premier secours toujours ouverte sur son bureau, se souvenant de la douce prise de son souffle, de la confiance dans ses yeux alors qu'il soignait sa blessure. Le contrat les avait réunis, mais c'était ce moment inattendu, cette révélation, qui allait commencer à abattre les murs entre eux, transformant leur arrangement d'affaires en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé ni préparé. Chapitre 4, les murs tombent 3 semaines après leur mariage arrangé, elle commença à remarquer les schémas subtils dans le comportement d'Ethan, la façon dont il évitait la cuisine avant 8 heures du matin, préférant prendre son café dans son bureau, comment il desserrait toujours sa cravate exactement 3 minutes après avoir franchi la porte du Penthouse, les pas silencieux qui passaient devant sa porte tard dans la nuit quand il ne pouvait pas dormir. Elle avait aussi appris à lire ses niveaux d'anxiété grâce à de petits signes, la fréquence de ses ajustements de boutons de manchette, la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux parcouraient une pièce à la recherche de sortie. Ce n'était pas quelque chose couvert par le contrat, cette prise de conscience croissante de lui, mais elle ne pouvait s'empêcher de cataloguer ses détails. Ce soir, elle était assise dans son bureau privé, essayant de se concentrer sur son travail d'édition freelance, mais son attention dérivait constamment vers les bruits des pas d'Ethan faisant les 100 pas dans son bureau, de l'autre côté du Penthouse. Le rythme de ses pas était erratique, un signe certain que quelque chose le tracassait. L'interphone bourdonna, la faisant sursauter. Madame Marshall, la voix de Madame Langlais était désolée. Je pars pour la soirée, mais je voulais vous rappeler le gala de charité de demain soir. Votre robe a été repassée et est accrochée dans votre dressing. Le gala, leur première apparition publique majeure depuis le mariage. L'estomac de elle se tordit de nerfs. Merci, Madame Langlais. Bonne nuit. Les pas d'Ethan avaient cessé. Elle pouvait presque sentir sa tension rayonner à travers les murs. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Le thé préféré d'Ethan, un mélange coûteux d'Earl Grey, était facile à trouver. Elle avait regardé Madame Langlais le préparer suffisamment de fois pour savoir exactement comment il le prenait, infusé pendant précisément 4 minutes, un sucre, pas de lait. Le rituel familier de chauffer l'eau et de mesurer les feuilles l'aida à calmer ses propres nerfs. Elle hésita devant la porte de son bureau, le plateau à thé à la main. Cela ne faisait pas partie de leur arrangement. Ils s'étaient installés dans une routine confortable de distance polie, échangeant des amabilités si nécessaires, mais maintenant sinon leur vie séparée. Pourtant,
quelque chose la poussa à frapper doucement. Entrez. Sa voix était tendue. Ethan se tenait à sa fenêtre, son apparence impeccable habituelle légèrement décoiffée. Sa cravate était lâche, ses cheveux montrant des signes qu'il avait passé ses mains dedans à plusieurs reprises. Il se tourna alors qu'elle entrait, la surprise vacillant sur ses traits. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être du thé, » dit doucement elle, posant le plateau sur son bureau. « Vous sembliez agité. » Il fixa le service à thé pendant un long moment. « Vous savez comment je le prends » observa-t-il, sa voix douce d'émerveillement. « Je fais attention » répondit-elle simplement. Ethan se dirigea vers son bureau, prenant la tasse de main légèrement tremblante. La première gorgée sembla le détendre légèrement. « Merci » dit-il, lui faisant signe de s'asseoir si elle le souhaitait. À leur surprise mutuelle, elle le fit. « C'est le gala » demanda-t-elle doucement, le regardant s'installer dans son fauteuil. Il hocha la tête, ses doigts tapant un rythme anxieux sur son bureau. « Les grandes foules. Elles sont difficiles pour moi. Le conseil s'attend à ce que je fasse un discours. » Sa voix baissa. « Je n'ai dit à personne, mais j'ai des crises de panique rien que d'y penser. » L'aveu sembla le surprendre autant qu'elle. Ethan Marshall, PDG milliardaire, n'était pas censé montrer de faiblesse, surtout pas à sa femme de contrat. « Qu'est-ce qui vous aide » demanda-elle, gardant sa voix neutre, sans jugement. « Quand vous êtes anxieux ?» Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens, maintenant son regard plus longtemps que d'habitude. « Le calme » dit-il finalement, de l'espace pour respirer, aucune attente. Il marqua une pause. « Votre thé a aidé. » Un silence confortable s'installa entre eux. Elle remarqua que ses doigts avaient cessé leur tapotement anxieux. « Je pourrais rester près de vous » proposa-t-elle soudainement, pendant le gala. « Pas collé, juste à proximité. Si vous avez besoin d'espace, nous pourrions avoir un signal, quelque chose de subtil. » Le contrat n'exige pas ce niveau de soutien, dit Ethan, mais son ton était interrogateur plutôt que rejetant. Le contrat n'interdit pas non plus la gentillesse sincère, sourit doucement elle. De plus, un PDG heureux est un mariage plus convaincant, n'est-ce pas? Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, un adoucissement autour de ses yeux, une légère relaxation de sa mâchoire. Quel genre de signal? Quelque chose de naturel. Comme ajuster vos boutons de manchette. Vous le faites quand vous êtes anxieux de toute façon. Si vous avez besoin d'espace, faites-le 2 fois. Je créerai une distraction, détournerai l'attention de vous pendant quelques minutes. Ethan prit une autre gorgée de thé, réfléchissant. Vous êtes très observatrice. Je suis écrivaine dans l'âme, haussa-elle les épaules. Nous remarquons les détails. Est-ce ce sur quoi vous travaillez dans votre bureau la nuit? La question la surprit. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait remarqué ses sessions d'écriture tardive. Parfois, admit-elle. Surtout, j'édite le travail des autres en ce moment, des emplois indépendants. Mais vous voulez écrire vos propres histoires. Ce n'était pas une question. Elle sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine à la réalisation qu'elle n'était pas la seule à faire attention. Un jour, admit-elle, quand la vie sera plus stable. Les yeux d'Ethan se posèrent sur sa main, où la petite cicatrice de la coupure de verre était encore visible. Ça fait toujours mal? Non, dit-elle doucement. Vous en avez bien pris soin. Le souvenir de cette nuit resta suspendu entre eux, la première fissure dans leur mur soigneusement construit. Ethan s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate. Je voulais vous demander, comment progresse le traitement de Liam? Le visage de elle s'éclaira. Les médecins sont étonnés par sa réponse à la nouvelle procédure. Ces derniers tests montrent une amélioration significative. Elle marqua une pause, l'émotion rendant sa voix épaisse. Je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Cela fait partie du contrat, dit automatiquement Ethan, mais ses yeux étaient chaleureux. Le contrat exigeait de couvrir son traitement, corrigea doucement elle. Il n'exigeait pas que vous engagiez le meilleur spécialiste en cardiologie du pays, ou que votre chauffeur personnel l'emmène à ses rendez-vous, ou que vous vous assuriez qu'il ait une chambre privée avec vue sur le parc. Ethan eut l'air presque embarrassé. Harold a mentionné qu'il aimait dessiner. La vue sur le parc. Cela semblait être quelque chose qui pourrait l'inspirer. La délicatesse de cela bouleversa elle. Cet homme, qui luttait tant avec la connexion humaine, s'était donné du mal pour mettre son frère à l'aise.
C'était tellement en contradiction avec son image soigneusement maintenue d'efficacité froide. Voudriez-vous le rencontrer? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Liam demande parfois après vous. Il veut vous remercier en personne. Ethan se tendit légèrement, mais pas autant qu'il l'aurait fait il y a 3 semaines. Je ne suis pas doué pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est juste un gamin de 16 ans qui aime dessiner et jouer aux jeux vidéo, dit doucement elle, aucune attente. Aucune pression. Il comprend l'anxiété. Il a passé assez de temps dans les hôpitaux pour savoir ce que ça fait. Quelque chose dans l'expression d'Ethan changea. Peut-être, dit-il. Peut-être un jour bientôt. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant qu'Ethan finissait son thé. L'énergie erratique qui l'avait rempli plus tôt s'était transformée en quelque chose de plus calme, de plus ancré. Il est tard, dit-il finalement, bien qu'il ne fît aucun mouvement pour la renvoyer. Vous devriez vous reposer. Demain sera difficile. Elle se leva, ramassant le plateau à thé. À la porte, elle s'arrêta. Ethan? Il leva les yeux, et elle remarqua que ses yeux ne s'écartaient pas aussi rapidement qu'avant. Vous allez très bien vous en sortir demain. N'oubliez pas de respirer. Et si vous avez besoin d'espace, 2 ajustements de boutons de manchette, termina-t-il, offrant un petit sourire, mais sincère. Merci, elle. Pour le thé et tout le reste. De retour dans sa suite, elle se retrouva incapable de se concentrer sur le travail. Au lieu de cela, elle s'assit à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en dessous. Quelque chose avait changé ce soir. Une barrière invisible s'était abaissée. Ethan l'avait laissé voir derrière ses murs, ne serait-ce que pour un instant, et elle avait aperçu l'homme sous la façade du milliardaire. Dans son bureau, Ethan resta assis à son bureau longtemps après son départ. Le parfum persistant d'Earl Grey flottait dans l'air. Son anxiété concernant le gala n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus gérable. La pensée de elle. Étant à proximité, guettant son signal, comprenant ses besoins sans jugement, rendait la perspective de faire face à la foule moins intimidante. Il se surprit à penser à Liam, essayant d'imaginer rencontrer le garçon dont il avait aidé à sauver la vie. Il y a 3 semaines, l'idée même l'aurait fait paniquer. Mais quelque chose changeait. Lentement, mais sûrement. Les murs qu'il avait construits si soigneusement développaient des fissures capillaires, et à travers ces fissures, la chaleur commençait à s'infiltrer. Le contrat reposait dans le tiroir de son bureau, ses termes clairs et professionnels, mais nulle part dans ces pages soigneusement rédigées n'était-il fait mention de thé partagé dans la nuit, de signaux subtils inventés par gentillesse, de murs s'effondrant lentement sous le poids d'une confiance croissante. Alors que minuit approchait, Ethan et elle veillaient tous deux dans leurs chambres séparées, pensant à la conversation de la soirée. Aucun des deux n'aurait pu prédire comment une simple tasse de thé marquerait le début d'une transformation dans leur relation, passant d'un arrangement d'affaires à quelque chose de beaucoup plus complexe et précieux. Le lendemain matin, elle trouva un petit paquet devant sa porte, une collection de carnets d'écriture haut de gamme et un ensemble de stylos élégants. La note disait simplement, pour un jour, œuvé dans la cuisine, Ethan découvrit un calendrier détaillé des séances de traitement et des heures de visite de Liam, laissé négligemment sur le comptoir, aucune pression, juste de l'information, disponible s'il se sentait prêt. Petits gestes, petites fissures dans leurs murs respectifs, mais parfois les connexions les plus fortes commencent par les plus petites brèches dans nos défenses prudentes. Alors qu'ils se préparaient séparément pour les défis du prochain gala, tous deux sentirent un changement subtil dans l'atmosphère de leur maison partagée, moins comme une scène pour leur performance contractuelle, et plus comme un espace où une compréhension véritable pouvait grandir. Le contrat les avait réunis, mais c'étaient ces moments improvisés qui comblaient lentement le fossé entre l'arrangement et l'authenticité. Aucun des deux n'était prêt à nommer la chaleur qui grandissait entre eux, mais ils ne pouvaient en nier la présence, aussi stable et réconfortante que l'arôme du thé Earl Grey dans la nuit. Chapitre 5, le premier baiser. Le gala de charité avait été un succès surprenant. Le discours d'Ethan, prononcé avec elle, sa présence rassurante à ses côtés, s'était déroulé sans accroc. Leur subtil système de signaux avait parfaitement fonctionné, lui offrant des moments de répit lorsque la foule devenait trop oppressante. La presse avait dévoré leur dévotion apparente l'un pour l'autre, et même les membres du conseil d'administration avaient commenté l'effet positif que le mariage semblait avoir sur leur PDG habituellement reclus. Une semaine plus tard, elle se tenait dans la cuisine du Penthouse, fredonnant doucement en préparant le dîner. Après le gala, quelque chose avait changé dans leur dynamique.
Ethan avait commencé à prendre des repas occasionnels avec elle au lieu de les prendre dans son bureau. Leur conversation, bien que toujours prudente, était devenue plus naturelle. Elle l'avait même surpris à sourire, un vrai sourire, lorsqu'elle avait fait un jeu de mots particulièrement mauvais au petit déjeuner. Ce soir, elle tentait sa recette de pâtes préférée, qu'elle avait réussi à soutirer à Madame Langlais. La gouvernante avait été ravie de l'intérêt d'elle pour les préférences d'Ethan, partageant de petits détails qui l'aidaient à mieux comprendre son mari de contrat, comme sa manie de lire de la poésie tard le soir lorsqu'il n'arrivait pas à dormir, ou comment il n'avait jamais manqué d'envoyer des fleurs sur la tombe de sa grand-mère pour son anniversaire. Le tonnerre grondait dehors tandis qu'elle remuait la sauce, la goûtant avec précaution. Un orage se préparait depuis le matin, des nuages sombres s'amoncelant au-dessus de Manhattan comme un géant mélancolique. Le temps correspondait à l'énergie agitée dans l'air. Quelque chose s'était construit entre eux depuis le gala, une tension tacite qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. L'ascenseur tinta, annonçant le retour d'Ethan du bureau. Elle entendit ses pas familiers, suivis du geste routinier de desserrer sa cravate, mais au lieu de se diriger vers son bureau, il apparut dans l'embrasure de la cuisine. « Tu cuisines » observa-t-il, sa voix portant une note de surprise et d'autre chose. « De plaisir. »« Peut-être. »« J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble, » dit-elle, essayant de garder un ton désinvolte. « À moins que tu aies du travail ?»« Non. » « C'est. » Ethan s'avança dans la cuisine, attiré par l'arôme de la sauce. « C'est ton plat préféré ?» Elle sourit, remuant les pattes. Madame Langlais l'a peut-être mentionné. J'espère que je lui rends justice. Ethan s'approcha, regardant dans la marmite. Il était encore en costume, ses cheveux légèrement humides par la pluie. Debout si près, elle pouvait sentir son eau de Cologne mêlée à l'odeur fraîche de la pluie. C'était enivrant. Ça sent la perfection, dit-il doucement, et elle n'était pas sûre qu'il parlait encore de la nourriture. Un éclair illumina la cuisine, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent une fois, deux fois, puis les plongea dans l'obscurité. « Ne bouge pas. » La voix d'Ethan vint de tout près d'elle. « Il y a des bougies dans le tiroir à ta gauche. » Elle tendit la main avec prudence, son doigt effleurant le sien dans l'obscurité. Le contact lui envoya un courant électrique qui n'avait rien à voir avec l'orage. Elle entendit son inspiration brusque, le sentit faire un pas légèrement vers elle au lieu de s'éloigner. Un autre éclair révéla son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux intenses dans la brève illumination. Dans l'obscurité qui s'ensuivit, elle était intensément consciente de sa présence. La chaleur émanant de son corps, le son de sa respiration légèrement irrégulière. Le tiroir, lui rappela-t-il, sa voix rauque. Elle se força à se concentrer, trouvant le tiroir et les bougies à l'intérieur. La lampe de poche du téléphone d'Ethan s'alluma, fournissant assez de lumière pour qu'elle localise des allumettes. Ensemble, ils allumèrent plusieurs bougies, les plaçant autour de la cuisine. La lueur chaude créa une atmosphère intime, projetant des ombres douces sur les murs. Les pâtes sont probablement gâchées, soupira-elle, regardant la cuisinière électrique maintenant silencieuse. On peut les sauver. Ethan se dirigea vers les armoires, récupérant un réchaud à gaz portable qu'il gardait pour les urgences. Son efficacité en crise était étrangement séduisante. Ils travaillèrent ensemble à la lumière des bougies, sauvant ce qu'ils pouvaient du repas. La distance habituellement prudente d'Ethan s'était évaporée dans l'urgence, ses mouvements synchronisés avec les siens alors qu'il naviguait dans la cuisine. Chaque contact accidentel, chaque effleurement de bras ou de doigts envoyait des étincelles à travers eux. « Voilà », dit finalement elle, posant 2 assiettes sur l'îlot de cuisine. « Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. » « Mieux », l'interrompit doucement Ethan. À son regard interrogateur, il expliqua, « Mieux que de manger seul dans mon bureau. Mieux que de faire semblant que ce n'est qu'un contrat. » Les mots restèrent suspendus dans l'air éclairé aux bougies entre eux. Elle, son cœur battait plus fort que l'orage dehors. « Ethan, je crois que je tombe amoureux de toi, » avoua-t-il, sa voix à peine un murmure dans la lumière vacillante. Elle pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux, la peur du rejet se battant avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui grandissait depuis cette première nuit où il lui avait bandé la main. Elle s'approcha, attirée par l'honnêteté brute de sa voix. « Le contrat, commença-t-elle. »« Oublie le contrat. » La main d'Ethan se leva pour lui caresser la joue, son toucher léger comme une plume, lui donnant toutes les chances de se retirer. « Dis-moi que tu ne ressens pas ça aussi. » Au lieu de répondre,
elle leva son visage vers le sien. Leur premier vrai baiser fut doux, hésitant, une question posée dans le langage du toucher. Les lèvres d'Ethan étaient chaudes contre les siennes, douces mais insistantes. Son autre main trouva sa taille, la rapprochant alors que le baiser s'intensifiait. Le temps sembla s'arrêter dans cette cuisine éclairée aux bougies. L'orage faisait rage dehors, mais dans leur propre petite bulle de chaleur et de lumière, rien n'existait à part le sentiment de finalement céder à ce qui s'était construit entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Ethan posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le jour où tu m'as apporté du thé, avoua-t-il. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? La peur, admit-il, la peur de compliquer les choses, de gâcher l'arrangement, de ne pas être assez bien. Son pouce traça sa pommette. La peur à quel point je veux que ce soit réel. C'est réel, murmura-elle, sa main glissant sur sa poitrine pour se poser sur son cœur battant la chamade. Le contrat nous a peut-être réunis. Mais ça, ce qui grandit entre nous, c'est réel. Le baiser d'Ethan fut cette fois plus profond, plus confiant, ses bras s'enroulant complètement autour d'elle, la serrant contre lui comme s'il pouvait effacer chaque centimètre d'espace soigneusement maintenu qui les avait séparés ces dernières semaines. Elle se fondit en lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, détruisant son coiffage parfait. Un coup de tonnerre particulièrement fort les fit sursauter, riant à perdre haleine. Les pâtes étaient oubliées sur le comptoir, probablement en train de refroidir, mais aucun des deux ne s'en souciait. « Reste, dit doucement Ethan, la tenant toujours près de lui. Pas à cause du contrat. Pas parce que tu dois. Reste parce que tu en as envie. J'en ai envie, l'assura-elle, levant la main pour toucher son visage. Je suis tombée amoureuse de toi aussi, tu sais. Le vrai toi, pas le PDG milliardaire, mais l'homme qui prend un soin si délicat de tout le monde autour de lui, même quand ça le terrifie. Les lumières se rallumèrent, soudainement dures après l'intimité des bougies, mais au lieu de s'éloigner, de reconstruire leur mur prudent, Ethan tendit la main et éteignit l'interrupteur, les replongeant dans la chaude lueur des bougies. Ils mangèrent leurs pâtes légèrement trop cuites à la lueur des bougies, parlant doucement de tout et de rien. Ethan lui parla de sa grand-mère, de son enfance avec l'anxiété sociale dans un monde qui exigeait une performance constante. Elle partagea des histoires sur Liam, sur ses rêves d'écriture, sur la solitude d'être responsable du bonheur de tout le monde. Lorsque le téléphone d'Ethan vibra avec un message annonçant que la panne de courant était complètement résolue, aucun des deux ne bougea pour rétablir les lumières vives. Au lieu de cela, ils débarrassèrent les plats ensemble, se déplaçant en parfaite synchronisation, volant des baisers entre les tâches. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le sol de la cuisine, partageant une pinte de crème glacée d'urgence avant qu'elle ne fonde, elle réalisa quelque chose. « Tu n'as pas ajusté tes boutons de manchette une seule fois ce soir, observa-t-elle. Pas d'anxiété. » Ethan eut l'air surpris, puis pensif. « Je me sens calme, dit-il, avec étonnement. Avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant ou de performer. Tu me vois, tout de moi, et tu es toujours là. » Toujours, promit-elle, se penchant pour embrasser une trace de chocolat au coin de sa bouche. L'orage dehors commença à s'estomper, mais l'électricité entre eux ne fit que se renforcer. Chaque toucher, chaque baiser, chaque sourire partagé était une brique de plus retirée des murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Le contrat qui les avait réunis gisait oublié dans le tiroir du bureau d'Ethan, ces termes cliniques éclipsés par la réalité des sentiments authentiques, de la confiance librement donnée et de l'amour qui s'épanouissait lentement à la lumière des bougies. Alors que minuit approchait, ils se déplacèrent finalement vers le salon, blottis ensemble sur le canapé. Ethan lui lut de la poésie dans la faible lumière, sa voix douce et intime. Elle, la tête posée sur sa poitrine, ses doigts entrelacés avec les siens, leurs alliances reflétant la lumière des bougies. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle pendant une pause entre deux poèmes. La main libre d'Ethan lui caressa doucement les cheveux. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire, dit-il. Pas de contrat, pas de prétexte, juste nous deux, à trouver notre chemin ensemble. » Les bougies se consumaient lentement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, l'orage était passé, laissant derrière lui une ville nettoyée et rafraîchie. À l'intérieur, deux personnes qui s'étaient mariées comme des étrangers se retrouvèrent endormies dans les bras l'une de l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson, leurs avenirs soudain lumineux d'une possibilité qu'aucun n'avait osé imaginer. Le contrat avait spécifié des chambres séparées et une interaction minimale. Il n'avait pas tenu compte des pannes de courant ou des dîners aux chandelles, ou de la façon dont l'amour grandirait dans les endroits les plus inattendus.
Alors qu'Ethan et elle s'endormaient, tous deux savaient que tout avait changé. Leur arrangement s'était transformé en quelque chose de réel, de précieux, qui valait la peine d'être combattu. Et au matin, lorsque Madame Langlais arriva pour les trouver endormis sur le canapé, entourés de bougies fondues et de livres de poésie, elle sourit simplement et ferma doucement la porte, leur offrant quelques moments de plus dans leur nouveau paradis. Chapitre 6, menace cachée. L'appartement de Vanessa Chen à Manhattan était tout ce que l'ancienne location d'elle dans le Queens n'était pas, élégant, moderne, et acheté avec l'argent de l'assurance de leur beau-père. Elle se tenait à ses fenêtres allant du sol au plafond, des ongles manucurés tapotant contre un verre de vin en cristal tandis qu'elle faisait défiler la dernière page mondaine sur sa tablette. Ils étaient encore là, Ethan et Elle Marshall, le nouveau couple puissant préféré de la ville. L'article se répandait en éloges sur leur apparition au gala du musée de la veille, louant la grâce d'elle et la dévotion évidente d'Ethan pour sa nouvelle épouse. Les photos les montraient dans des moments intimes, la main d'Ethan protectrice dans le dos d'elle, elle se penchant pour lui murmurer quelque chose qui le faisait sourire, leurs doigts entrelacés alors qu'ils marchaient sur le tapis rouge. La prise de Vanessa sur son verre de vin se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cela aurait dû être elle. Elle était la jolie, la mondaine, celle qui avait passé des années à cultiver les bonnes relations et à assister aux bonnes fêtes. Comment sa demi-sœur A de bibliothèque osait-elle décrocher le célibataire le plus convoité de New York? Ce n'est pas juste, marmonna-t-elle, posant son verre vide avec plus de force que nécessaire. Le bruit résonna dans son appartement meublé coûteusement mais vide. Son téléphone vibra avec un texto de son dernier petit ami, un banquier d'investissement de niveau intermédiaire dont elle se souvenait à peine du nom. Elle l'ignora, ouvrant plutôt son ordinateur portable pour parcourir d'anciennes photos. Des années de preuves soigneusement documentées de ses tentatives pour éclipser sa demi-sœur. Là, des photos de leurs années de lycée, où Vanessa s'était assurée qu'elle n'était jamais invitée aux bonnes fêtes. Et ici, des photos de collège montrant Vanessa dans des vêtements de marque achetés avec la carte de crédit de leur beau-père tandis qu'elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque du campus. Mais c'est un dossier marqué, Spring Break 2019, qui la fit s'arrêter. Les photos à l'intérieur étaient assez innocentes, elle a une fête sur la plage lors de sa seule tentative pour sortir de sa zone de confort. Elle avait passé la majeure partie du temps à lire sous un parasol, mais il y avait quelques clichés d'elle parlant à divers garçons à la fête. Les lèvres parfaitement peintes de Vanessa se courbèrent en un sourire calculateur. Avec le bon logiciel de retouche, ces interactions innocentes pourraient raconter une histoire très différente. Et n'y avait-il pas eu des rumeurs sur les insécurités d'Ethan Marshall, ses problèmes de confiance notoires? Ses doigts volèrent sur le clavier alors qu'elle ouvrait d'autres photos. Elle dansant avec un camarade de classe. Elle aidant un ami ivre à prendre un taxi. Elle serrant son partenaire d'études masculin dans ses bras après avoir réussi un examen difficile. Des moments complètement innocents qui pourraient être tordus en quelque chose de plus sombre. La page mondaine était toujours ouverte sur sa tablette, montrant une autre photo de l'heureux couple. Celle-ci les capturait dans un moment de négligence, Ethan regardant elle avec adoration non dissimulée alors qu'elle riait de quelque chose hors champ. L'intimité de la scène donna la nausée à Vanessa. « Tu ne le mérites pas, murmura-t-elle, fixant l'image de sa demi-sœur. « Tu ne mérites rien de tout ça. » Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une notification concernant la dernière publication de Liam sur les réseaux sociaux. Son demi-frère se rétablissait bien à l'hôpital presbytérien de New York, partageant des croquis de la vue de la ville depuis sa chambre privée. Chaque publication était taguée avec gratitude pour son incroyable beau-frère qui avait rendu tout cela possible. Vanessa avait rendu visite à Liam exactement une seule fois depuis son admission à l'hôpital. Le garçon l'avait à peine remarqué, trop absorbé par un appel vidéo avec elle et, étonnamment, Ethan. Elle avait regardé depuis l'embrasure de la porte comment le PDG soi-disant froid et impitoyable avait montré un intérêt sincère pour l'œuvre d'art de Liam, offrant même de faire encadrer certains de ses croquis pour la collection permanente de l'hôpital. Le souvenir alimenta sa colère. Elle l'a parfaite. Avec son nouveau mari parfait et leur petite unité familiale parfaite. C'était écœurant. Un coup de tonnerre dehors correspondit à l'humeur de Vanessa alors qu'elle commençait à télécharger un logiciel de retouche photo. Elle avait toujours été meilleure qu'elle en technologie, un fait qu'elle avait prouvé au lycée lorsqu'elle avait piraté les comptes de médias sociaux de sa demi-sœur pour décliner des invitations à des fêtes. Voyons comment ton conte de fées résiste à une petite vérification de la réalité, murmura-t-elle, ouvrant la première photo pour la retouche. Les heures passèrent tandis que Vanessa travaillait, manipulant soigneusement les horodatages et les métadonnées.
Les photos de la fête sur la plage étaient les plus faciles à altérer, assombrir l'éclairage ici, cadrer de manière suggestive là, changer les horodatage pour suggérer un schéma de comportement. Elle prêta une attention particulière aux détails, sachant que toute surveillance devrait résister à une enquête initiale. Son téléphone vibrait continuellement tout au long de la nuit, le banquier d'investissement se demandant probablement pourquoi elle l'avait posé pour le dîner. Elle l'ignora, trop concentrée sur sa tâche. C'était plus important qu'un rendez-vous oubliable. Vers minuit, elle ouvrit ses réseaux sociaux, faisant défiler les photos récentes d'Ethan et elle. Il y en avait une nouvelle d'aujourd'hui, un cliché décontracté que quelqu'un avait capturé d'eux dans un petit restaurant italien. L'anxiété sociale d'Ethan n'était nulle part en vue alors qu'il fixait sa femme, leurs mains jointes sur la table entre eux. La légende disait, le PDG de Marshall Industries, Ethan Marshall, et son épouse elle, profitant d'un dîner tranquille chez Giorgio S. Des sources disent que l'homme d'affaires habituellement réservé s'est complètement ouvert depuis son mariage. Serait-ce le pouvoir du véritable amour? L'ordinateur portable de Vanessa tinta, indiquant qu'une autre manipulation de photos était terminée. Celle-ci montrait elle, apparemment en train de se rapprocher d'un camarade de classe masculin dans un coin sombre. L'original avait été une session d'études de groupe à la bibliothèque. Maintenant, cela ressemblait à quelque chose de beaucoup plus intime. Le véritable amour, ricana Vanessa, sauvegardant la photo éditée dans sa collection grandissante. Voyons à quel point il est vrai face à la preuve du passé prétendument scandaleux de ta femme. Elle prit son téléphone, créant un nouveau compte de messagerie sous un faux nom. L'histoire se formait déjà dans son esprit, une ancienne camarade de classe inquiète, s'inquiétant qu'Ethan Marshall soit trompé. Les photos seraient jointes comme preuve, ainsi que des suggestions soigneusement élaborées sur le caractère d'elle. Un éclair illumina son appartement, se reflétant sur les nombreuses photos encadrées sur ses murs, toutes montrant Vanessa à son meilleur, lors d'événements de charité, lors de fêtes exclusives, toujours parfaitement posée et habillée, mais dans aucune d'elles elle ne portait le sourire sincère qui venait si naturellement à sa demi-sœur. Son doigt hésita au-dessus du bouton d'envoi alors qu'une autre photo d'Ethan et elle apparaissait sur son fil de médias sociaux. Celle-ci était clairement prise sur le vif, il marchant à Central Park, la veste de costume d'Ethan drapée sur les épaules d'elle, tous deux riant d'une blague privée. Ils avaient l'air heureux, réels. Pendant un instant, le doute s'insinua. Allait-elle vraiment faire ça, essayer de détruire le bonheur de sa demi-sœur par pure méchanceté? Puis elle se souvint de leur remise de diplôme au lycée, comment leur beau-père avait rayonné de fierté pendant le discours de major de promotion d'elle tout en ignorant à peine la présence de Vanessa. Elle se souvint du collège, comment elle avait obtenu une bourse complète, tandis que Vanessa devait compter sur l'argent de leur beau-père. Elle se souvint de chaque fois où elle avait été louée pour son intelligence, sa gentillesse, sa responsabilité, tandis que Vanessa était critiquée pour ses habitudes de dépense et son ambition sociale. Le doute s'évanouit, remplacé par une froide détermination. Elle avait toujours été la bonne, la fille parfaite, la sœur attentionnée. Maintenant, elle avait aussi le mari parfait et la vie parfaite. Ce n'était pas juste. Le doigt de Vanessa appuya sur envoyer avant qu'elle ne puisse se raviser. L'email, avec ses pièces jointes accablantes, disparut dans le cyberespace, sa destination fixée à l'adresse email privée d'Ethan Marshall, acquise grâce à une manipulation prudente d'une de ses conquêtes de banquier d'investissement. Échec et mat, chère sœur, murmura-t-elle, fermant son ordinateur portable avec un sourire satisfait. Dehors, l'orage s'intensifia, mais Vanessa ne ressentait que du calme. Elle avait porté le premier coup dans ce qui allait devenir son chef-d'œuvre de vengeance. Laisse-elle essayer d'expliquer ses photos. Laisse-la essayer de maintenir la confiance d'Ethan face à la preuve d'un passé caché. Le mariage parfait s'effondrerait. Le conte de fées prendrait fin. Et Vanessa serait là pour regarder tout s'écrouler. Peut-être qu'alors, enfin, elle arrêterait d'avoir l'impression de vivre dans l'ombre de sa demi-sœur. Ce que Vanessa ne pouvait pas savoir, c'est que le véritable amour, une fois trouvé, n'est pas si facilement détruit. Les graines de destruction qu'elle avait plantées prendraient racine, mais elles renforceraient finalement plutôt que de briser le lien entre Ethan et elle. Sa vengeance se retournerait contre elle d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer, mettant en lumière non pas les scandales inexistants d'elle, mais l'amertume et la jalousie profonde de Vanessa elle-même. Mais pour l'instant, elle était assise dans son appartement coûteux, sirotant du vin et imaginant le chaos que son email allait causer. Demain, elle regarderait le déroulement dramatique de son plan à distance, savourant chaque moment de la chute imminente de sa demi-sœur. L'orage faisait rage dehors,
un décor approprié à l'obscurité du complot de Vanessa. Quelque part à travers la ville, Ethan et elle dormaient paisiblement dans les bras l'un de l'autre, ignorant que leur bonheur était devenu la cible de la vengeance d'une demi-sœur jalouse. Le contrat qui les avait réunis était sur le point de faire face à sa plus grande épreuve, non pas à cause de leurs propres doutes ou peurs, mais à cause des mensonges soigneusement conçus de quelqu'un déterminé à les séparer. La question n'était pas seulement de savoir si leur amour pouvait survivre à la tempête, mais s'il en émergerait plus fort pour l'avoir traversée. Chapitre 7. La tempête éclate. Les lumières de la ville s'estompaient à travers les fenêtres du bureau d'Ethan alors qu'il fixait son écran d'ordinateur, livrant une guerre entre son cœur et ses insécurités les plus profondes. L'email était arrivé 6 heures plus tôt, et il n'avait pas bougé depuis, laissant le doute empoisonner lentement tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour et la confiance. Objet, la vérité sur Elle-chaîne. Les photos remplissaient son écran, des dizaines, chacune soigneusement choisie pour infliger un maximum de dégâts, elle lors de fêtes, dans des clubs, avec différents hommes, les horodatage montrant 3 ans auparavant, chaque image accompagnée de descriptions détaillées et de données de localisation. Son équipe de sécurité avait passé des heures à vérifier les métadonnées, et tout semblait authentique. Mais quelque chose n'allait pas. Ethan n'arrêtait pas de revenir à une image particulière, elle, soi-disant sortant d'une chambre d'hôtel, l'air échevelé. Ses doigts traçaient sa silhouette sur l'écran, se souvenant à quel point elle avait tremblé à son premier contact doux pendant leur mariage, à quel point son inexpérience avait été sincère. La femme sur ces photos ressemblait à une étrangère portant le visage de sa femme. Monsieur Marshall, Daniel Lee, son chef de la cybersécurité, apparut dans l'embrasure de la porte. L'analyse préliminaire est prête. Ethan hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Daniel présenta le rapport, signalant les principales conclusions. Les horodatage correspondent, les données de localisation correspondent, aucun signe évident de manipulation dans les métadonnées, mais... Ethan entendit quelque chose dans le ton de Daniel. Mais quelque chose ne va pas. La qualité est trop parfaite, l'angle est trop pratique, et il y a une incohérence dans les motifs d'ombre que notre équipe est en train d'examiner. Le téléphone d'Ethan vibra, un autre texto d'elle. J'ai fait tes pâtes préférées, la recette de Madame Langlais. Je rentre bientôt. La simple domesticité du message lui serra la poitrine. Elle avait appris ses plats préférés, s'était adaptée à ses préférences, créant une véritable maison à partir de leur mariage arrangé. Comment pouvait-il concilier cette elle avec ces images? Les mots de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit, tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille, cher garçon. Elle avait fait plus que cela. Elle lui avait fait croire en lui-même, en l'amour, en la possibilité du bonheur au-delà des contrats et des arrangements. Continuez de creuser, ordonna-t-il à Daniel. Je veux que chaque détail soit vérifié. Mais alors que l'ascenseur le ramenait chez lui, le doute s'insinua comme du poison. Le contrat avait été précis sur les scandales et les relations passées. Si elle avait menti sur quelque chose d'aussi fondamental, le pantou sentait l'ail et les herbes quand il arriva, de la musique jouant doucement dans la cuisine, où il pouvait entendre elle fredonner. Pendant un instant, il resta figé, se souvenant de leur premier baiser dans cette cuisine, de la façon dont elle lui avait apporté du thé pendant les crises d'anxiété, comment elle avait créé un foyer à partir de leur arrangement d'affaires. C'est pas dur le trahir. Elle apparut dans le couloir, portant le tablier qu'il lui avait acheté, souriante, jusqu'à ce qu'elle voie son expression. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas trouver les mots. Au lieu de cela, il se dirigea vers son bureau, sachant qu'elle le suivrait. Les photos étaient déjà étalées sur son bureau. Il les avait fait imprimer par son assistant avant de quitter le bureau. Elle entra dans le bureau, ses pas hésitants lorsqu'elle vit ce qui se trouvait sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi », la voix d'Ethan était à peine audible. « Ils sont arrivés aujourd'hui. » Email anonyme. Elle s'approcha, ramassant une des photos. Son visage devint pâle. « Ce sont des faux, » dit-elle immédiatement, sa voix tremblante. « Je n'ai jamais. Tu sais que je n'ai jamais. » Les horodatage sont authentiques, l'interrompit Ethan, son anxiété le faisant se réfugier derrière un professionnalisme froid. Les métadonnées correspondent. Il y a 3 ans, elle, plusieurs hommes, plusieurs endroits. Non. Les mains d'elle tremblaient alors qu'elle parcourait les photos. Ça, c'est moi à la fête sur la plage de Samantha. Mais je lisais la plupart du temps. Et ça, c'était un groupe d'études à la bibliothèque. Quelqu'un les a altérés. Ethan, s'il te plaît, tu me connais.
Et il la connaissait. Savait comment elle prenait son café. Comment elle lisait de la poésie tard le soir. Comment elle ne l'avait jamais poussé au-delà de sa zone de confort. Connaissait la manière sincère dont elle avait réagi à son toucher. L'honnête vulnérabilité qu'elle lui avait montrée. Mais son anxiété criait plus fort que son cœur, le faisant retomber sur la sécurité des termes légaux. Le contrat spécifiait l'absence de scandale, dit-il, sa voix froide pour masquer la douleur. Pas de complications qui pourraient nuire au nom Marshall. Le contrat. Sa tête se releva, la douleur éclairant son visage. C'est de ça qu'il s'agit? Pas de confiance, pas d'amour, mais d'un contrat. Est-ce que tout était réel? Demanda Ethan, incapable de la regarder dans les yeux. L'innocence, l'inexpérience, est-ce que tout faisait partie d'un plan élaboré? Comment oses-tu? Sa voix se brisa. Après tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous avons construit, comment oses-tu croire un email anonyme plutôt que moi? Elle tendit la main vers lui, mais Ethan recula, ses murs se refermant. Il ne pouvait pas la laisser le toucher, ne pouvait pas risquer de retomber sous son charme, tant qu'il ne connaissait pas la vérité. J'ai besoin de temps, dit-il, se tournant vers la fenêtre. J'ai besoin de réfléchir. Non. La voix d'elle était ferme malgré ses larmes. Ce dont tu as besoin, c'est de me faire confiance. Regarde-moi, Ethan, regarde-moi vraiment, et dis-moi que tu crois que j'aurais pu faire ça. Il se retourna, se forçant à croiser son regard. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi d'une détermination farouche. Pendant un instant, ses doutes vacillèrent. « Je t'aime, dit-elle doucement. Je ne t'ai jamais menti, ni sur mon passé, ni sur mes sentiments, ni sur rien. Quelqu'un essaie de nous détruire, et tu les laisses faire? » Les mains d'Ethan se serrèrent sur ses côtés. Les photos peuvent être falsifiées. Elle attrapa l'une des impressions. Regarde celle-ci. Elle est censée me montrer quittant une chambre d'hôtel, n'est-ce pas? Regarde mon bras gauche. J'ai une cicatrice là, d'un accident d'enfance. Elle n'est pas sur cette photo parce que celui qui l'a retouchée ne le savait pas. Ethan prit la photo, l'examinant de près. Elle avait raison. La cicatrice distinctive qu'il avait remarquée lors de leur première nuit ensemble manquait. Et celle-ci, continua-elle, sa voix plus forte maintenant. L'horodatage indique juin 2019. J'étais à l'hôpital avec Liam tout ce mois-là après sa première opération. Vérifie les dossiers. Ils sont tous dans les fichiers de la Marshall Foundation. Son téléphone vibra. Daniel appelait. Ethan répondit machinalement. Monsieur, la voix de Daniel était urgente. Nous avons trouvé quelque chose. Les anomalies d'ombre. Elles sont cohérentes avec une manipulation photo professionnelle. Quelqu'un a édité ces images de manière extensive, puis a artificiellement vieilli les métadonnées pour les faire paraître authentiques. Le cœur d'Ethan s'arrêta. À quel point êtes-vous sûr? Nous traçons l'origine de l'email maintenant, mais, monsieur, ces photos sont définitivement fausses. Altérées professionnellement, mais fausses. Le téléphone glissa des mains d'Ethan. Il regarda elle, la regarda vraiment, et vit la vérité à laquelle il aurait dû faire confiance depuis le début. Mais il était trop tard. Elle se dirigeait déjà vers la porte, essuyant des larmes de ses joues. Tu aurais dû me faire confiance, dit-elle doucement. L'homme dont je suis tombée amoureuse, celui qui me lit de la poésie à minuit et m'apporte du café tous les matins, il m'aurait fait confiance. Elle, s'il te plaît. Je serai chez Liam. Elle le coupa. Quand tu te souviendras de ce que nous sommes l'un pour l'autre, de qui nous sommes vraiment, et non de ce qu'un contrat dit que nous devrions être, tu sauras où me trouver. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui résonna plus fort qu'un claquement. Ethan s'effondra sur sa chaise, entouré des mensonges qui avaient failli détruire tout ce qui lui était cher. Son téléphone vibra à nouveau, Harold Winston appelant avec des nouvelles qui révéleraient l'implication de Vanessa, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Il avait laissé ses insécurités empoisonner la plus belle chose de sa vie, avait choisi le doute plutôt que la confiance, la peur plutôt que l'amour, les contrats plutôt que la connexion, et maintenant, regardant la femme de sa vie s'éloigner, Ethan Marshall réalisa que parfois les plus grandes menaces au bonheur ne viennent pas de forces externes, mais de notre propre incapacité à croire en quelque chose de plus grand que notre peur. Chapitre 8, la trahison dévoilée. L'équipe de cybersécurité de Marshall Industries travailla toute la nuit, leurs bureaux illuminés par la lueur de multiples moniteurs.
Ethan n'avait pas bougé depuis le départ d'elle, sa veste de costume jetée, sa cravate lâche, alors qu'il les regardait travailler. Toutes les quelques minutes, sa main se portait à son téléphone, voulant l'appeler mais s'arrêtant. Il avait d'abord besoin de preuves, avait besoin de pouvoir lui montrer à quel point il s'était trompé. Monsieur Marshall, l'appela Daniel Lee, le chef de la cybersécurité. Nous avons réussi à récupérer les images originales. Regardez ça. Sur l'écran, Daniel joua une reconstruction en accéléré d'une des photos. L'image d'elle, soi-disant sortant d'une chambre d'hôtel, se transforma à rebours, l'apparence échevelée s'estompa, l'arrière-plan de l'hôtel se résolut en une bibliothèque universitaire, la pose suggestive devint un moment innocent où elle portait des livres. La manipulation était professionnelle, expliqua Daniel. Mais ils ont laissé des traces. Chaque modification crée une empreinte numérique, même si l'on est prudent. Nous avons trouvé des centaines d'éléments manipulés sur les photos. Les mains d'Ethan agrippèrent le dossier de la chaise de Daniel. Et vous êtes certain de la source? Oui, monsieur. L'email a été acheminé par plusieurs serveurs proxy, mais nous l'avons retracé jusqu'à une adresse IP enregistrée au nom de Vanessa Chen. Le logiciel de retouche utilisé pour manipuler les photos a été acheté avec sa carte de crédit il y a 3 jours. Les pièces se mettaient en place, formant une image qui retournait l'estomac d'Ethan. Il avait laissé la manipulation jalouse de quelqu'un faillir détruire la meilleure chose de sa vie. Monsieur, Harold Winston apparut dans l'embrasure, l'air grave malgré l'heure tardive. Il y a plus. Nos enquêteurs ont trouvé un schéma de comportement similaire remontant à leurs années de lycée. Mademoiselle Chen a l'habitude de tenter de saboter les relations et les opportunités de sa demi-sœur. Ethan se dirigea vers la fenêtre, regardant la lumière du petit matin de la ville commencer à peindre les bâtiments. Montrez-moi tout. Les preuves étaient accablantes. Les dossiers scolaires montraient que Vanessa avait piraté l'email d'elle à plusieurs reprises pendant leur adolescence, déclinant des invitations à des fêtes et supprimant des lettres d'acceptation universitaires. Les dossiers financiers révélaient qu'elle avait utilisé les cartes de crédit de leur beau-père sans autorisation tout en répandant des rumeurs selon lesquelles elle était une croqueuse de diamants. Il y avait même des enregistrements de ses tentatives pour saboter les demandes de bourse d'études universitaires d'elle. Les photos de la fête sur la plage, cria Daniel. Nous avons trouvé les originaux. Elles proviennent d'un voyage de vacances de printemps où, selon les publications de médias sociaux de l'époque, Mademoiselle Chen était en colère parce qu'elle n'avait pas été invitée. Les photos montrent votre femme passant la plupart du temps à lire sous un parasol. Parlant occasionnellement à des camarades de classe. Rien de scandaleux. Le téléphone d'Ethan vibra. Un texto de Liam. Elle s'est endormie en pleurant à l'hôpital. Répare ça. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Elle. Sa forte, belle elle. Pleurant parce qu'il avait échoué à lui faire confiance. Parce qu'il avait laissé ses insécurités prendre le dessus sur tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Imprimez tout, ordonna-t-il. Chaque preuve. Chaque photo originale. Chaque trace de manipulation. Et trouvez-moi l'adresse actuelle de Vanessa. Pendant que l'équipe travaillait, Ethan se rendit à sa salle de bain privée, se regardant finalement dans le miroir. Il avait l'air hagard. Son apparence habituellement soignée, détruite par une nuit d'inquiétude et de révélation. Mais ce sont ses yeux qui montraient les vrais dégâts. La honte et le dégoût de soi pour la rapidité avec laquelle il avait douté d'elle. Son téléphone contenait des dizaines de photos de leur vie ensemble. Des moments candides de bonheur authentique qu'aucun contrat ne pouvait falsifier, elle lui apportant du thé pendant les sessions de travail tardives. Les deux riant dans la cuisine. Elle s'endormant sur son épaule pendant qu'il lisait de la poésie. Des moments réels. Des sentiments réels. Un amour réel. Comment avait-il pu laisser quelques photos manipulées lui faire oublier tout cela? Monsieur Marshall. Harold réapparut. Tout est prêt. Mais il y a autre chose que vous devriez voir d'abord. La séquence de sécurité qu'Harold lui montra provenait de la chambre d'hôpital de Liam, prise quelques heures auparavant. Elle était assise près du lit de son frère, essayant de cacher ses larmes alors qu'elle expliquait ce qui s'était passé. Le visage de Liam montrait un mélange d'inquiétude pour sa sœur et de déception envers Ethan. Il ne m'a pas fait confiance, la voix d'elle était à peine audible dans l'enregistrement. Après tout, il me voyait toujours comme un simple contrat. Juste un scandale potentiel à gérer. La séquence passa à plus tard dans la nuit. Vanessa arrivant à l'hôpital, feignant l'inquiétude.
Les poings d'Ethan se serrèrent alors qu'il regardait sa fausse sympathie, sachant quelle était la source de toute cette douleur. Nous devons gérer cela avec soin, conseilla Harold. Les actions de Mademoiselle Chen pourraient être considérées comme criminelles. Cyberharcèlement. Fraude. Diffamation. Mais engager des poursuites judiciaires rendrait tout public. Je ne me soucie pas du public, dit doucement Ethan. Je me soucie d'elle. Il rassembla les dossiers de preuves et se dirigea vers sa voiture, donnant l'ordre à son chauffeur de le conduire à l'hôpital. La circulation matinale avançait lentement alors qu'il révisait tout à nouveau, construisant une image complète de la campagne jalouse de Vanessa contre sa demi-sœur. À l'hôpital, il s'arrêta devant la chambre de Liam. Par la fenêtre, il pouvait voir elle recroquevillée sur une chaise, finalement endormie. Liam était éveillé, esquissant quelque chose tout en veillant sur sa sœur. Ethan frappa doucement avant d'entrer. Liam leva les yeux, son jeune visage inhabituellement sévère. « Tu l'as blessé » dit-il simplement. « Je l'ai fait » admit Ethan. « J'ai eu tort, et je suis là pour arranger les choses. »« Comment ?» Liam posa son carnet de croquis. En lui montrant la vérité sur les photos, sur Vanessa, sur tout. Et en prouvant qu'elle compte plus pour moi que n'importe quel contrat ou préoccupation commerciale. Liam l'étudia pendant un long moment, avant de hocher légèrement la tête. Elle t'aime, tu sais. Pas ton argent ou ton nom ou tout ça. Juste toi. Je sais. La voix d'Ethan se brisa. Je l'aime aussi, plus que je ne savais que c'était possible. Elle bougea dans sa chaise, ses yeux s'ouvrant. Quand elle vit Ethan, un mélange d'émotions traversa son visage, amour, douleur, incertitude. Elle. Il se dirigea vers elle, s'agenouillant à côté de sa chaise. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai eu tort, et je peux le prouver. Il étala les preuves, les photos reconstruites montrant leurs origines innocentes, la preuve de la manipulation de Vanessa, la longue histoire de son sabotage jaloux. Les mains d'elle tremblèrent alors qu'elle parcourait tout cela, des larmes se formant dans ses yeux. Elle a toujours été jalouse, murmura-t-elle, mais je n'aurais jamais cru qu'elle irait aussi loin. J'aurais dû te faire confiance, Ethan prit ses mains dans les siennes. Pas les photos. Pas le contrat. Pas mes propres insécurités. Toi. La femme qui m'apporte du thé quand je suis anxieux. Qui comprend mon silence. Qui m'aime malgré toutes mes pièces brisées. J'étais tellement blessé que tu puisses penser. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Je sais. J'ai laissé mes peurs prendre le dessus sur mon cœur. Mais, elle, ce que nous avons, c'est plus que n'importe quel contrat ne pourrait jamais englober. C'est réel et précieux. Et j'ai failli le perdre parce que j'ai oublié de faire confiance à cette réalité. Liam se déplaça tranquillement de l'autre côté de la pièce, leur donnant de l'intimité tout en maintenant sa présence protectrice. Je t'aime, continua Ethan, sa voix rauque d'émotion. Pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que tu me rends meilleur. Tu me donnes envie d'être meilleur. S'il te plaît, donne-moi la chance de te le prouver, chaque jour pour le reste de nos vies. Elle regarda à nouveau les preuves, en particulier la reconstruction des photos de la plage. Elle a vraiment pris toute cette peine juste pour me faire du mal. Elle ne supportait pas de te voir heureuse, expliqua Ethan. Mais nous n'avons pas à la laisser gagner. Nous n'avons pas à laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit se mettre entre nous à nouveau. Elle leva sa main libre pour lui caresser la joue, son toucher si doux qu'il lui serra le cœur. Promets-le-moi, murmura-t-elle. Promets-moi que tu auras confiance en nous, en ce que nous avons construit ensemble. Je le promets. Ethan tourna son visage pour embrasser sa paume. Plus de contrats. Plus de doutes. Juste nous. Juste l'amour. Juste la vérité. Depuis son coin, Liam sourit légèrement, retournant à ses croquis. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres de l'hôpital, peignant la pièce d'une lumière chaude alors qu'Ethan et elle commençaient le processus de guérison, de reconstruction de la confiance qui avait été ébranlée mais non brisée. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, inaperçue d'eux, Vanessa se tenait à regarder par la fenêtre. Son plan soigneusement conçu avait échoué. Sa manipulation exposée. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, son téléphone déjà sorti pour avertir son avocat, elle ne réalisa pas que ses actions avaient finalement renforcé la relation même qu'elle avait essayé de détruire. Le contrat qui avait réuni Ethan et elle gisait oublié dans son bureau,
ces termes insignifiants face à leur véritable engagement l'un envers l'autre. L'amour, apprenait-il, ne pouvait être lié par du papier ou menacé par des mensonges. Ils vivaient dans la confiance, dans le pardon, dans le choix de croire l'un en l'autre malgré toutes les preuves du contraire. Et dans cette chambre d'hôpital, entourée de preuves de trahison mais choisissant de se concentrer sur l'amour, Ethan et elle retrouvèrent leur chemin l'un vers l'autre, plus forts pour avoir traversé la tempête, plus engagés pour avoir fait face à leur peur, plus amoureux pour avoir choisi la confiance plutôt que le doute. Chapitre 9, trop tard le Pentouse semblait caverneux dans son vide, chaque pièce résonnant de souvenirs de ce qu'ils avaient construit ensemble. Ethan se tenait dans le bureau d'elle, entouré de la vie qu'elle avait soigneusement créée ici, des livres arrangés par genre et couleur, des notes autocollantes marquant des passages préférés, des manuscrits à moitié terminés éparpillés sur son bureau. Les documents légaux dans sa main pesaient lourd. Les actions de Vanessa justifiaient des accusations criminelles, cyberharcèlement, fraude, diffamation. L'équipe juridique de Marshall Industries avait monté un dossier en béton armé contre elle. Mais lorsqu'ils étaient allés signifier les papiers, ils avaient trouvé son appartement vide. Un vol réservé à la hâte pour Monaco, sa dernière trace. Cela aurait dû être la fin. Ils avaient prouvé que les photos étaient fausses, exposé la manipulation jalouse de Vanessa, et le nom d'elle était complètement blanchi. Ethan s'était excusé, avait promis de lui faire confiance, avait choisi l'amour plutôt que le doute. Mais quelque chose de fondamental s'était brisé entre eux. Ce n'était pas qu'elle ne lui avait pas pardonné, elle l'avait fait, avec la même grâce qu'elle montrait dans tout. Elle avait compris sa réaction aux photos, reconnu à quel point la manipulation de Vanessa avait été convaincante. Mais dans les jours qui avaient suivi, quelque chose avait changé dans ses yeux. Quand il mentionnait le contrat ou leur arrangement, chaque référence à leur accord légal, aussi occasionnelle soit-elle, l'avait fait se retirer légèrement. Ethan n'avait pas remarqué au début, trop soulagé par son pardon pour voir comment sa dépendance continue aux termes contractuels érodait lentement sa foi dans leur réalité. La note reposait sur son bureau là où il l'avait trouvée ce matin. Je pensais que tu me connaissais. Je pensais que ce que nous avions était réel. J'avais tort. En dessous, en plus petit, les factures médicales de Liam sont payées. Le contrat est rempli. Tu es libre. La semaine passée défila dans son esprit avec une précision angoissante. Elle avait été plus silencieuse, passant plus de temps dans son bureau. Il avait supposé qu'elle travaillait sur son écriture, leur donnant à tous deux de l'espace pour guérir de l'incident des photos. Maintenant, il reconnaissait les signes. Elle s'était préparée, démêlant lentement leur vie. Sa disparition avait été méthodiquement planifiée. Liam avait été libéré de l'hôpital hier, son traitement entièrement payé par la Marshall Foundation. Les fournitures artistiques et les effets personnels du garçon avaient été discrètement sortis sur plusieurs jours, quelque chose qu'Ethan ne réalisait que maintenant en regardant les espaces vides du Pentouse. Le téléphone d'Ethan vibra. Harold Winston appelait à nouveau. Des nouvelles? La voix d'Harold était douce. Rien de concret, monsieur. Ses cartes de crédit n'ont pas été utilisées depuis la semaine dernière. Son téléphone est éteint. Les détectives privés vérifient chaque hôtel de la ville, mais elle est trop intelligente pour ça, acheva Ethan. Il connaissait assez bien elle pour savoir que si elle voulait disparaître, elle le ferait minutieusement. Monsieur, la direction pose des questions sur la situation. Compte tenu des termes du testament de votre grand-mère. Harold hésita. Je me fiche du testament, claqua Ethan, avant d'adoucir sa voix. Je suis désolé, Harold. Je dois la retrouver. Je comprends, monsieur, dit Harold, d'une voix posée mais empreinte d'empathie. Mais peut-être. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Ces derniers jours, chaque fois qu'Ethan avait mentionné le contrat, elle avait légèrement tressailli. Un retrait subtil qu'il n'avait pas perçu sur le moment. Il était trop absorbé par les poursuites judiciaires contre Vanessa, trop concentré sur le fait de régler les derniers détails, pour remarquer à quel point ces mots érodaient la confiance qu'ils avaient reconstruite. Il ferma les yeux, écrasé par le poids de son erreur. Il se rappela le regard de elle à l'hôpital, ses yeux cherchant quelque chose de vrai dans les siens, quelque chose au-delà du contrat. Elle lui avait pardonné d'avoir douté d'elle, mais il ne lui avait pas donné ce dont elle avait vraiment besoin, la preuve que leur amour était plus qu'une obligation légale. Chaque référence anodine à leur arrangement avait été un rappel des murs qu'il n'avait pas complètement fait tomber. Le téléphone d'Ethan vibra à nouveau, une notification de sa banque. Il retint son souffle en la lisant.
5 millions de dollars venaient d'être retournés sur son compte. Le montant exact spécifié dans leur contrat initial. C'était le message final de elle. En retournant l'argent, elle coupait tout lien, déclarant leur arrangement terminé, plus d'obligations. Plus de raisons pour lui de la chercher. Il ira dans le Pentouse comme un fantôme, trouvant partout les traces de son départ soigné. La cuisine paraissait vide sans sa tasse de café préférée. Le livre de cuisine qu'elle étudiait pour apprendre ses préférences avait disparu du comptoir. Même les fleurs fraîches qu'elle laissait toujours sur la table de la salle à manger avaient été enlevées. Leur absence était le cri silencieux de son départ. Dans son bureau, il trouva une autre note, placée avec soin sur leur contrat de mariage. « J'ai demandé à mon avocat d'entamer la procédure de divorce, » disait-elle. Le contrat a rempli son rôle. Liam est en bonne santé. Votre héritage est en sécurité. Nous pouvons tous les deux aller de l'avant maintenant, libérés de nos obligations. Merci pour tout, elle. Le ton formel fut un coup de poignard en plein cœur. Ce n'était pas ça elle, la femme qui écrivait de la poésie dans les marges des livres et riait de ses calembours désastreux. C'était la version d'elle qu'il avait créée en s'accrochant à la sécurité des termes légaux. Son téléphone affichait des douzaines d'appels manqués des détectives privés, chacun une impasse. Elle avait été méticuleuse, payant en espèces, évitant les caméras de surveillance, ne laissant aucune trace numérique. Un message de Liam apparut, elle a besoin de temps. Ne le perds pas à chercher. Utilise-le pour déterminer qui tu veux être, l'homme lié par des contrats ou l'homme libre d'aimer. Ethan se tint à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Quelque part dehors, elle recommençait sa vie sans lui. Elle avait rempli chaque clause de leur contrat à la perfection. L'épouse idéale en public, soutenant sa carrière, préservant leur image. Et en cours de route, elle lui avait donné son cœur, ne demandant que sa confiance en retour. Il l'avait déçue, non seulement avec les photos et le doute, mais en utilisant le contrat comme bouclier contre toute vraie vulnérabilité. Un dernier rapport arriva de son équipe de sécurité, une séquence de surveillance la montrant monter dans un bus avec une seule valise. Elle avait parfaitement calculé son coup, partant pendant qu'il était distrait par les avocats et les accusations de Vanessa. Même dans son départ, elle avait été prévenante, choisissant une sortie discrète plutôt que la confrontation. Ethan sortit la lettre de sa grand-mère, celle qui avait tout déclenché avec sa clause de mariage. Les mots de Béatrice Marshall se moquaient de lui maintenant. Le mariage t'aidera à surmonter tes peurs, mon cher garçon. Tu as besoin de quelqu'un pour te tirer de ta coquille, ou tu gâcheras ta vie à te cacher dans cette tour que tu as construite. Elle avait eu raison. Elle l'avait fait sortir, l'avait rendu meilleur, plus courageux, et il l'avait récompensé en se cachant derrière des documents légaux au lieu d'embrasser l'amour qu'ils avaient trouvé. Le contrat gisait abandonné sur son bureau, ses pages sans signification. Ce qui allait se passer ensuite ne serait régi ni par des termes ni par des clauses. Pour la première fois, Ethan Marshall allait devoir se battre pour quelque chose sans le filet de sécurité d'un contrat. Mais d'abord, il devait comprendre non seulement où elle était allée, mais pourquoi elle avait ressenti le besoin de partir. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait espérer lui prouver, ainsi qu'à lui-même, que leur amour était plus fort que le papier qui les avait réunis. Alors que la nuit tombait sur la ville, Ethan s'assit dans le bureau de elle, entouré des vestiges de leur vie commune. Il comprenait enfin que parfois, la plus grande distance ne se mesurait pas en kilomètres, mais dans l'écart entre arrangement et authenticité, entre contrat et amour. Chapitre 10. La recherche. L'anxiété sociale d'Ethan lui criait de rester dans le Pentouse, de laisser les détectives privés s'occuper des recherches. Mais son cœur le propulsait en avant, le poussant à visiter chaque lieu qui avait eu un sens dans leur relation. Chaque endroit était une bataille entre ses peurs et son amour pour elle. Le restaurant italien, où ils avaient eu leur premier dîner public, où elle avait remarqué son anxiété et créé des signaux subtils pour l'aider à faire face. Le maître d'hôtel se souvenait d'eux, mais n'avait pas vu elle. Vous étiez différent avec elle, monsieur Marshall, observa-t-il. Plus détendu, plus vous-même. L'aile de l'hôpital où Liam avait été soigné, désormais vide des deux frères et sœurs. Les infirmières parlaient chaleureusement de elle, de son dévouement envers son frère, et de l'implication inattendue d'Ethan dans les soins du garçon. Elle vous a rendu humain à nos yeux, dit doucement une infirmière. Pas seulement un nom sur une plaque de donateur. Chaque pas était un défi. Son bouclier habituel de richesse et de pouvoir ne signifiait rien ici. Il devait parler directement aux gens, surmonter son anxiété pour poser des questions, montrer sa vulnérabilité.
La librairie où ils avaient passé d'innombrables soirées fut son prochain arrêt. La propriétaire âgée, Madame Lin, leva les yeux alors qu'il entrait, son sourire habituel s'estompant légèrement. « Je me demandais quand vous viendriez, dit-elle. Le cœur d'Ethan fit un bond. « Vous l'avez vu ?» ?»« Non, » répondit Madame Lin en contournant le comptoir, « mais je connais elle. Cet endroit a une signification pour vous deux. » Elle le mena à leur coin habituel, où deux fauteuils usés se faisaient face. Sur la petite table entre eux, gisait un recueil de poésie familier, la même collection qu'ils lisaient le soir de leur premier baiser. Elle était là hier, admit Madame Lin. Elle a laissé ceci en lieu sûr, a dit que quelqu'un pourrait venir le chercher. Les mains d'Ethan tremblaient en ouvrant le livre. À l'intérieur, l'écriture soignée de elle remplissait les marges de notes et de réactions, mais c'est la dernière page qui attira son attention, une nouvelle entrée datée de la veille. L'amour ne se trouve pas dans les contrats ou les clauses, mais dans les espaces entre les mots, dans la confiance qui remplit les silences, dans le courage de croire en quelque chose qui ne peut être légalement lié. J'ai cru que nous avions trouvé cet espace entre arrangement et authenticité. J'ai cru que nous avions construit quelque chose de réel dans l'ombre de notre mascarade. Peut-être me suis-je trompé. Ou peut-être que, parfois, avoir raison n'est pas suffisant. Elle vous aime, dit doucement Madame Lin. C'est pour ça que cela lui fait tant de mal. Ethan s'effondra dans son fauteuil habituel, le livre serré contre sa poitrine. J'ai laissé mes peurs prendre le dessus sur mon cœur. Je n'ai cessé de m'accrocher au contrat au lieu d'embrasser ce que nous étions réellement devenus. Alors, arrêtez de vous accrocher, dit Madame Lin d'une voix ferme. La elle que je connais n'a pas besoin de grands gestes ou de documents légaux. Elle a besoin de vérité, de confiance, et du courage d'aimer sans garantie. Un souvenir le frappa, quelque chose qu'elle avait dit quelques semaines auparavant à propos de ses rêves d'écriture. Quand la vie sera plus stable, avait-elle dit. Mais il y avait autre chose, à propos d'un endroit spécial où elle faisait son meilleur travail. Son téléphone était sorti avant qu'il ne puisse hésiter. Il composa le numéro de Liam, qui répondit à la première sonnerie. « Il t'en a fallu du temps pour te souvenir de l'endroit d'écriture qu'elle a mentionné, » dit Liam. La voix d'Ethan était urgente. Celui où elle va pour réfléchir, pour créer. Où est-ce ? Liam resta silencieux un instant. Tu l'as vraiment blessé, tu sais ? Pas seulement avec les photos et le doute, mais en continuant de mentionner le contrat, en continuant de traiter votre amour comme un arrangement commercial même après qu'il soit devenu réel. Je sais, la voix d'Ethan se brisa. J'avais peur. L'aimer me rendait vulnérable d'une manière qu'aucun contrat ne pouvait protéger. Mais je préfère être vulnérable avec elle que d'être en sécurité sans elle. Une autre longue pause, puis. Le phare de Montauk Point. Elle y va parfois. S'assoit sur les rochers en dessous. Dit que les vagues l'aident à réfléchir. Ethan était déjà en mouvement avant que Liam n'ait fini de parler. Son anxiété de quitter la ville était submergée par son besoin de la trouver. Son chauffeur eut la voiture prête en quelques minutes. Le trajet jusqu'à Montauk parut éternel. Ethan le passa à relire les notes de elle dans le recueil de poésie, voyant leur relation à travers ses yeux. Elle avait documenté leur évolution dans ses marges, d'arrangement à attraction à amour. Ces mots montraient une telle foi en lui, une telle conviction en ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Quand avait-il montré cette même foi en elle, en eux, pour la dernière fois ? Le phare apparut en vue alors que le soleil se couchait, son faisceau coupant déjà la pénombre naissante. Les mains d'Ethan tremblaient lorsqu'il sortit de la voiture, le vent de l'océan fouettant sa veste de costume. Son anxiété monta en flèche face à l'environnement inconnu, l'espace ouvert, les quelques touristes encore présents, mais il se rappela comment elle lui serrait la main lors d'événements publics, comment elle créait de l'espace pour qu'il puisse respirer sans attirer l'attention sur ses difficultés. Le chemin vers les rochers était raide et dangereux. Ethan descendit prudemment, se concentrant sur chaque pas au lieu de ses pensées qui s'emballaient. Près du bas, il s'arrêta. Elle était là. Elle était assise sur un rocher plat, ses boucles sombres dansant au vent alors qu'elle écrivait dans un carnet. Elle avait l'air plus petite d'une certaine manière, plus vulnérable, mais toujours d'une beauté à couper le souffle dans la lumière déclinante. Les pieds d'Ethan avancèrent d'eux-mêmes. Une pierre lâche glissa sous sa chaussure, l'alertant de sa présence. Elle se retourna, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Comment m'as-tu trouvé ? » « Je me suis souvenu, » dit-il simplement. « Tout ce que tu m'as dit, chaque rêve que tu as partagé. Je me suis souvenu. »
Elle se tourna à nouveau vers l'océan, mais pas avant qu'il n'ait vu les larmes dans ses yeux. Le contrat est terminé, Ethan. Tu n'as plus à faire semblant. Je ne fais pas semblant. Il s'approcha, tout en lui laissant de l'espace. Je ne suis pas ici à cause d'un contrat ou d'une obligation. Je suis ici parce que je t'aime, et j'ai été un idiot. L'amour ne suffit pas parfois, sa voix était à peine audible au-dessus des vagues, pas quand il n'y a pas de confiance. J'ai confiance en toi. La voix d'Ethan se brisa. J'ai confiance en toi plus que je n'ai jamais fait confiance à personne, et j'ai passé chaque instant depuis ton départ à me le prouver. Elle le regarda alors, vraiment. Elle remarqua son apparence échevelée, si différente de sa perfection habituelle et soignée. Tu as été en ville, à parler aux gens, à surmonter ton anxiété. Pour toi, il s'agenouilla à côté de son rocher, sans se soucier de son costume coûteux. Parce que tu vaux chaque moment inconfortable, chaque crise de panique, chaque peur que j'ai dû affronter. Parce que t'aimer est plus important que n'importe quel contrat ou arrangement commercial. La main de elle fit un mouvement comme pour le toucher, puis se retira. Tu m'as blessé, Ethan. Non seulement avec les photos, mais avec la facilité avec laquelle tu t'es réfugié dans le contrat, comme si ce que nous avions construit n'était pas assez réel par lui-même. Je sais, murmura-t-il. J'avais peur. T'aimer me faisait ressentir des choses que je ne pouvais pas contrôler, contre lesquelles je ne pouvais pas me protéger. Le contrat était mon filet de sécurité, mais je ne veux plus de sécurité. Je veux du réel. Je te veux. Il sortit le recueil de poésie, ouvert à sa dernière entrée. Tu as raison. L'amour ne se trouve pas dans les contrats. Il se trouve dans la confiance, dans le courage, dans le fait de se choisir chaque jour malgré nos peurs. Son doigt traça ces mots. Tu n'avais pas tort sur ce que nous avons construit. J'ai eu tort de continuer à me cacher derrière des termes légaux au lieu de l'embrasser pleinement. Le soleil se couchait maintenant, peignant l'océan de nuances d'or et de rose. Les larmes de elle attrapèrent la lumière en tombant. Je ne peux pas revenir à faire semblant, murmura-t-elle, à me demander si chaque moment est réel ou juste une partie de notre arrangement. Alors nous recommençons à zéro. Ethan chercha sa main, l'espoir s'envolant lorsqu'elle ne se retira pas. Pas de nouveaux contrats, pas de nouveaux arrangements, pas de mascarade. Juste nous, nous choisissant l'un l'autre, nous faisant confiance, nous aimant sans garantie. Le faisceau du phare les balaya alors que le crépuscule s'épaississait. Les doigts de elle se resserrèrent autour des siens. Tu es vraiment venu me chercher. Tu as affronté ton anxiété, tu as parlé à des inconnus, tu as quitté tes lieux sûrs. Tu en vaux la peine, dit-il simplement. Tu vaux tout. Elle se tourna pour lui faire face complètement, sa main libre venant caresser sa joue. Promets-moi, murmura-t-elle. Promets-moi que nous en avons fini avec les contrats et les arrangements. Promets-moi que ce n'est que nous maintenant, juste l'amour. Je te le promets. Ethan s'inclina vers son contact. Le seul arrangement que je souhaite est de passer ma vie à te le prouver. Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous les précédents, non liés par des contrats ou obscurcis par des doutes, mais libre et réel et plein de promesses. Les vagues s'écrasaient sous eux, le faisceau du phare balayait au-dessus, et deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin de l'arrangement à l'amour battaient enfin en parfaite synchronisation. Chapitre 11. Retrouver la petite librairie où Ethan et elle avaient commencé à tomber amoureux était calme dans la lumière du début de soirée. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir leur coin habituel. Deux fauteuils usés se faisant face, une petite table entre contenant encore des traces de leur vie commune. La main d'Ethan trembla lorsqu'il poussa la porte, le parfum familier de vieux livres et de café frais l'envahissant. Madame Lynn leva les yeux de son comptoir, ses yeux s'adoucissant avec compréhension en le voyant. Elle est dans votre coin, dit doucement la vieille femme. Elle y est depuis des heures, lisant ce même recueil de poésie que vous aimiez tant tous les deux. Et elle était là. Elle recroquevillait dans son fauteuil habituel. Le livre ouvert sur ses genoux. Elle paraissait plus petite d'une certaine manière, plus vulnérable, mais toujours d'une beauté à couper le souffle. Ses boucles sombres s'étaient échappées de ses épingles, encadrant son visage alors qu'elle se penchait sur les pages. Les pieds d'Ethan le portèrent en avant que son anxiété ne puisse l'arrêter. La planche du plancher grinça sous son pas, faisant lever les yeux à elle. Leurs regards se rencontrèrent, et le temps sembla s'arrêter. « Je suis désolé, dit-il, sa voix rauque d'émotion. J'ai laissé mes peurs prendre le dessus sur mon cœur.
Je n'ai cessé de m'accrocher au contrat au lieu de croire en nous, en ce que nous avions construit ensemble. Les doigts de elle se resserrèrent sur le livre. Ça fait mal, murmura-t-elle, non seulement le doute concernant les photos, mais la facilité avec laquelle tu t'es réfugié dans les termes légaux au lieu de croire en notre amour. Je sais. Ethan s'approcha, tombant à genoux à côté de sa chaise. J'ai passé chaque instant depuis ton départ à affronter mes peurs, à surmonter mon anxiété, à me prouver que tu comptais plus qu'aucun contrat ne le pourrait jamais. Madame Lynn tamisa doucement les lumières du magasin et accrocha le panneau, fermé, leur accordant de l'intimité dans leur coin. Dis-moi ce que tu as appris, dit doucement elle, sa main planant près de son visage sans le toucher tout à fait. J'ai appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut lier avec du papier et de l'encre. La voix d'Ethan tremblait d'émotion. Il est dans les petits moments. Toi qui m'apportais du thé quand j'étais anxieux. Moi qui te lisais de la poésie à minuit. Il est dans la façon dont tu comprends mes silences et soutiens mes difficultés sans me faire sentir faible. Il chercha sa main, l'espoir s'envolant lorsqu'elle ne la retira pas. J'ai appris qu'affronter mes plus grandes peurs en vaut la peine si cela signifie ne pas te perdre. J'ai parlé à des inconnus, surmonté des crises de panique, quitté mon espace sûr, tout ça pour te trouver, pour prouver que ce que nous avons est réel au-delà de tout arrangement. Le pouce de elle caressa son alliance, qu'il portait toujours. Et le contrat? Il ne signifie rien comparé au vrai vœu que je veux te faire. Ethan pressa son front contre leurs mains jointes. Des vœux de confiance et de foi, et de se choisir l'un l'autre chaque jour, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Le recueil de poésie glissa des genoux de elle, s'ouvrant à une page marquée de ses notes. Ethan reconnut le poème, celui qu'il lisait le soir de leur premier baiser. Je n'arrêtais pas de revenir ici, avoua-elle, la voix nouée par les larmes, là où nous avons commencé à devenir réels, avant que les contrats et les arrangements ne compliquent tout. Alors recommençons. Ethan leva la tête pour croiser son regard. Ici même. Là où nous sommes tombés amoureux pour la première fois. Pas de contrat, pas d'obligation, pas de filet de sécurité, juste nous. Nous choisissant librement. La librairie était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des vieux radiateurs et du bruit lointain de la circulation urbaine. Dans leur coin, entourés de livres qui avaient été témoins de leur histoire d'amour depuis le début, Ethan et elle étaient assis dans l'obscurité grandissante. « Tu m'as manqué » murmura-elle, permettant enfin à sa main de caresser sa joue. « Même quand j'étais blessé et en colère, tu m'as tellement manqué. » Ethan tourna son visage pour embrasser sa paume. « Je t'aime, dit-il simplement. Non pas à cause d'un arrangement ou d'une obligation, mais parce que tu me donnes envie d'être meilleur, plus courageux, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. » Leur baiser fut doux, hésitant, comme un nouveau départ tout en se souvenant de tout ce qui les avait menés à cet instant. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Rentrons à la maison » murmura Ethan contre ses lèvres. « Pas à cause du contrat ou du pantouse ou de tout ça. Rentrons à la maison parce que ce n'est pas une maison sans toi. » Elle recula légèrement, étudiant son visage. « Les choses doivent être différentes, dit-elle fermement. Plus de refuge derrière les termes légaux quand les émotions deviennent effrayantes. Plus de doute sur ce que nous avons construit ensemble. Je promets, la voix d'Ethan était fervente. Chaque jour, je choisirai la confiance plutôt que la peur, l'amour plutôt que la sécurité, nous plutôt que tout. Depuis son comptoir, Madame Lynn regardait avec un sourire entendu le couple se lever ensemble, leurs corps se rapprochant naturellement comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Le contrat qui nous a réunis, dit Ethan alors qu'il se préparait à partir. Il m'a donné le plus grand cadeau de ma vie. La chance de te connaître. De t'aimer. Mais ce que nous avons construit depuis, ça n'appartient qu'à nous, plus réel que n'importe quel document légal ne pourrait jamais l'être. Elle tendit la main pour redresser sa cravate, un geste si familier qu'il fit mal au cœur à tous les deux. « Ramène-moi à la maison » murmura-t-elle. Le trajet vers le Pantouse fut silencieux, leurs mains jointes sur le siège entre eux. Chacun comprit que ce n'était pas seulement une réunion mais un nouveau commencement, une chance de construire quelque chose uniquement basé sur l'amour et la confiance sans le filet de sécurité des contrats. Quand ils entrèrent dans le Pantouse, Ethan mena elle à son bureau. Le contrat gisait sur son bureau là où elle l'avait laissé. Sans hésitation, il le prit et le fit passer à travers le destructeur de documents. Plus de barrières, dit-il doucement. Plus de cachettes derrière les termes légaux. Juste nous. Juste l'amour. Juste la vérité.
Elle le tira contre elle, posant sa tête sur son cœur. « Lis-moi, demanda-t-elle, comme tu le faisais avant que tout ne se complique. » Ils s'installèrent dans leur position familière sur le canapé en cuir du bureau. Elle recroquevillait contre le flanc d'Ethan alors qu'il ouvrait le recueil de poésie qu'ils avaient rapporté du magasin. Sa voix, stable maintenant sans aucune trace d'anxiété, emplit la pièce de mots d'amour et de dévotion. Dehors, les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles, témoins de ce nouveau chapitre de leur histoire. Le contrat qui les avait réunis était parti, mais ce qui restait était plus fort, un amour construit sur le choix plutôt que l'obligation, sur la confiance plutôt que les termes, sur le courage d'être vulnérable plutôt que la sécurité des liens légaux. Alors que minuit approchait, Ethan et elle restèrent enlacés, leur cœur battant à l'unisson, leur avenir s'étendant devant eux, lumineux de possibilités. Ils s'étaient trouvés grâce à un contrat, mais ils avaient choisi de rester ensemble par amour, et au final, ce choix faisait toute la différence. Chapitre 12. L'amour véritable. Le deuxième mariage n'avait rien à voir avec le premier. Au lieu du palais de justice stérile, ils choisirent la librairie où leur amour avait éclos. Madame Lynn avait transformé l'espace en un havre intime, avec des lumières scintillantes suspendues entre les étagères et des fleurs ornant leur coin spécial. Ethan se tenait parmi les livres qui avaient été témoins de leur voyage, sans aucune trace d'anxiété dans sa posture. Ses yeux ne quittaient pas l'entrée, attendant l'instant où elle apparaîtrait. Liam était assis au premier rang, complètement rétabli et rayonnant. Son carnet de croquis était ouvert sur un dessin du couple heureux. Quand elle apparut entre les étagères, le souffle d'Ethan se coupa. Elle portait une simple robe blanche, ses boucles sombres ornées de petites fleurs. Mais c'est son sourire qui la transformait en quelque chose d'éthéré. Ce n'était pas la mariée nerveuse de leur premier mariage. C'était une femme profondément amoureuse, marchant vers son avenir avec une certitude absolue. Leurs regards se rencontrèrent et se maintinrent alors qu'elle avançait vers lui. Plus de distance soigneusement maintenue maintenant, plus de façade professionnelle, juste deux personnes qui avaient trouvé leur chemin de l'arrangement à l'amour authentique. La première fois que nous nous sommes tenus ensemble comme ça, commença Ethan ses vœux, sa voix forte et claire. Nous étions liés par un contrat. Aujourd'hui, je choisis de me lier avec quelque chose de bien plus fort. Mon amour, ma confiance, ma dévotion complète envers toi. Tu m'as appris que la vraie force ne se trouve pas dans les documents légaux ou les arrangements commerciaux, mais dans le courage d'être vulnérable avec quelqu'un que l'on aime. Des larmes étincelèrent dans les yeux de elle alors qu'elle prononçait ses propres vœux. Tu es venu me chercher quand j'étais perdu. Non pas parce qu'un contrat l'exigeait, mais parce que ton cœur t'a guidé vers moi. Je promets d'être toujours ce foyer pour toi, l'endroit où tu peux être complètement toi-même, où l'amour n'a pas besoin de garantie pour être réel. Quand Ethan souleva son voile, ses mains étaient fermes et ses yeux ne la quittèrent jamais. Leur baiser fut une promesse, témoignée non par des documents légaux mais par les personnes qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler. Madame Lynn, qui avait fourni leur sanctuaire, Liam, dont la maladie les avait réunis, Nora, qui avait soutenu leur voyage, et même Harold Winston, qui souriait comme un père fier. Lors de la petite réception qui suivit, tenue parmi les livres bien-aimés, Ethan surprit tout le monde en prenant le microphone sans aucune trace de son anxiété sociale habituelle. La plupart des histoires d'amour commencent par une rencontre fortuite, une étincelle de connexion, dit-il, tenant la main de elle. La nôtre a commencé par un contrat, mais ce qui a grandi entre nous est quelque chose qu'aucun document légal ne pourrait jamais contenir. Elle m'a appris que l'amour véritable n'est pas une question de filet de sécurité ou de garantie. C'est choisir l'autre chaque jour, faire confiance malgré la peur, croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle se leva pour le rejoindre, ses yeux brillants. Quelqu'un m'a dit un jour que l'amour ne se trouve pas dans les contrats ou les clauses, ajouta-t-elle, mais dans les espaces entre les mots, dans la confiance qui remplit les silences, dans le courage de croire en quelque chose qui ne peut être légalement lié. Nous avons trouvé cet espace ensemble, et je ne me suis jamais senti aussi libre. Plus tard cette nuit-là, dans leurs pantoufles surplombant la ville, Ethan tenait elle serrée contre lui alors qu'ils dansaient sur une musique douce. Les lumières de Manhattan scintillaient en dessous, mais aucun des deux ne les remarqua. Tous deux perdus l'un dans l'autre. Plus de contrat, murmura Ethan contre ses cheveux. Juste nous, juste l'amour. D'accord, répondit-elle, levant la main pour toucher son visage. Pour toujours. Dans son bureau à travers la ville, Vanessa regardait les pages mondaines remplies de photos de leur deuxième mariage, mais au lieu de l'amertume, elle ressentit quelque chose d'inattendu. L'acceptation.
Ces tentatives de destruction n'avaient fait que rendre leur amour plus fort, prouvant que les véritables liens ne pouvaient être brisés par la manipulation ou le doute. Le cadeau de mariage de Liam était accroché dans leur chambre. Un croquis magistral d'Ethan et elle dans leur coin de librairie, entouré des livres qui avaient été témoins de leur voyage de l'arrangement à l'amour. En dessous, il avait écrit une simple vérité, certains contrats lient avec du papier, mais les liens les plus solides sont écrits sur le cœur. Alors que la nuit s'épaississait, Ethan et elle se tenaient à leur fenêtre, regardant la ville en contrebas. Plus de mascarade, plus de refuge derrière les termes légaux, juste deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à un arrangement, mais avaient choisi de rester ensemble par amour. « Lis-moi » demanda doucement elle, touchant le recueil de poésie qu'ils avaient apporté de la librairie. Ethan l'ouvrit à leur poème préféré, celui qu'ils lisaient le soir de leur premier baiser. Mais avant de commencer, il regarda sa femme, la regarda vraiment, et sourit. « Je t'aime, dit-il simplement. Non pas à cause d'un contrat, mais parce que tu rends mon monde infiniment meilleur juste en y étant. Je t'aime aussi, répondit-elle, se blottissant contre son flanc. Parce que tu as été assez courageux pour choisir l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, nous plutôt que tout le reste. Et alors que la voix d'Ethan remplissait leur maison de poésie, tous deux savaient que leur histoire avait bouclé la boucle. Le contrat qui les avait réunis était oublié, remplacé par quelque chose de bien plus puissant. Un amour qui avait grandi dans les espaces entre l'arrangement et l'authenticité, une connexion qui n'avait besoin d'aucune obligation légale pour être réelle.